abonnez-vous massivement et partagez. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit. Son histoire est tout simplement glaçante et rappelle les sombres époques de l'histoire triste de l'humanité. On se croirait peut-être à l'époque d'Hitler, de Mussolini et même de Lénine parce que l'homme a vécu des situations tellement dramatiques. Il a été frappé dans son corps, il a été frappé dans son âme, il a été frappé dans sa famille, il a été victime de plusieurs actes, des violations graves et flagrantes de droits de l'homme. Depuis 2-3 jours, je vous promets de vous amener dans une sorte d'odyssée pour vous raconter l'histoire d'un jeune homme, jeune, vivant en Zambie. Il a été tout simplement enlevé par la dictature et la tyrannie dans son pays. Il a se retrouvé dans les casseaux de l'ANR, dans le cassot de la DEMIAP. Il a vu sous ses yeux des gens mourir. Il a échappé plusieurs fois à la mort. Aujourd'hui, ouf, heureusement pour lui qu'il est en bonne santé, ou plutôt il est en train de se reconstruire en termes de santé, mais il dit être à un endroit de sécurité. Madame, Monsieur, cette histoire triste, c'est donc l'histoire d'Igor Mouteb que nous joignons depuis quelque part. Je ne sais pas s'il aura la volonté ou le vouloir de nous dire là où il est. Igor Mouteb, bonsoir. Bonsoir Perrault. C'est un grand plaisir pour moi de vous avoir dans cette émission. D'abord parce que on se connaît pas, mais à un moment donné de l'histoire de ce pays, j'avais tout simplement décidé de porter votre affaire sur mes épaules. Vous avez été enlevé en Zambie, vous allez nous faire votre témoignage, mais la première question est celle de savoir comment vous allez et où vous vous trouvez à ce moment ici. Avant de répondre à votre question, permettez-moi d'abord de dire merci à Dieu qui a permis que ce grand jour, ce jour où la vérité doit éclater, et que ce jour puisse avoir lieu. Au fait, je dis d'abord merci au Seigneur qui a permis que je sois en vie, afin que je me retrouve sur le plateau de CPL TV en tant qu'invité spécial ce soir. Grand merci également à vous, Perrault, pour ce combat ou cette bataille acharnée que vous avez menée contre l'injustice dont j'étais victime de la part de M. Chilombo, ainsi que son régime sanguinaire. En tout cas, pour cela, je vous dis sincèrement merci. Présentement, je suis en clandestinité et je ne préfère pas d'abord l'annoncer pour raison de plus de sécurité encore. Mais je crois que dans les jours qui viennent, je vais m'afficher. Mais en termes de santé, ça va beaucoup mieux parce que ici, je suis en train de voir certaines, que je vais d'ailleurs proposer à mes téléspectateurs ici, certaines de vos images quand vous étiez encore arrêté à cette époque-là. Mais est-ce qu'en termes de santé, tout va bien? Est-ce que vous allez bien? En termes de santé, je suis en train de me reconstruire. Ce n'est pas du tout facile. Déjà, avec tout ce que j'avais subi comme torture physique, il y a mon oreille gauche qui ne s'est pas encore remise. Là, je n'ai pas une très bonne audition à cause des tortures que j'avais subies. Mais aussi, je suis en train en fait de me reconstruire. Mais sinon, ça ne va pas encore mieux. On parlera de tout ça. Igor Mouteb, peut-être que vous ne le connaissez pas. Ça, c'est vraiment la preuve que la plupart du travail que nous faisons ici, il y a des gens qui nous reprochent. Je ne le connais pas. Je portais son affaire comme ça, par patriotisme et par question d'idéal. Je ne supporte pas l'injustice. Mais la première fois que je l'ai eu au téléphone, il voulait me dire merci. J'ai dit, mais c'est la première fois que j'entends parler de vous. Il me dit, mais j'ai fait 50 émissions sur lui sans le connaître parce qu'on est contre l'injustice. Mais je vais quand même d'abord commencer par permettre à nos spectateurs de situer le débat. Igor Mouteb a donc été enlevé en Zambie. Mais son affaire a été rendue célèbre grâce à une vidéo qui a circulé, qui a fait buzz sur les réseaux sociaux. Il se faisait filmer, lui, dans les locaux de l'ANR. Il disait un certain nombre de choses. On va parler de ça. Il nous dira dans quel contexte. Mais pour vous permettre de replonger dans ce qu'a été cette histoire, je vous propose d'abord de regarder cette vidéo qui, à un moment donné de l'histoire, avait quand même fait beaucoup de bruit, avait fait parler d'elle. On suit la vidéo. Bonjour, chers compatriotes congolais. Je viens vers vous très rapidement avec cette petite vidéo parce qu'il y a urgence il y a. Urgent, je vous prie de suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que là,
Je suis dans un cachot clandestin de l'ANR à Kinshasa, au cabinet de l'AG, l'administrateur général de l'enseignement, à la personne de M. Jean-Hervé Mbelou, depuis le mois de janvier, après mon enlèvement de la Zambie par 2 militaires congolais en complicité avec certains agents de l'enseignement zambien et un général militaire zambien qui avait participé à cet enlèvement, vu qu'on leur avait donné beaucoup d'argent. Je suis là depuis janvier, comme vous le constatez, je suis dans un cachot clandestin de l'ANR. D'ailleurs, pour vous confirmer que c'est là que je suis, je vais bel et bien vous montrer l'enceinte même de l'agence. Vous allez le constater. Ça, c'est la vue de l'intérieur. Je suis bel et bien à l'ANR. Donc, il n'y a pas à contester. C'est là que je suis depuis mon enlèvement au mois de janvier. Et là, nous sommes déjà au mois d'octobre. Je vais vous montrer aussi la vue de l'extérieur. Le bâtiment, il n'a pas voilà, donc je suis bel et bien à l'ANR. Je vais y aller très rapidement pour faire passer mon message. Voilà. Ici. C'est dans les locaux de l'ANR que je suis, dans un cachot clandestin au cabinet de l'AG, à la personne de M. Jean-Hervé Mbelou. Voilà où je passe nuit. Ça, c'est un matelas qui n'existe que des noms. Je dors sur des fils de fer et tout le corps fait tellement chaque matin. À mon réveil, je suis même très malade. Je contractais des maladies dont je n'ai jamais souffert toute ma vie. C'est seulement à cause de cet enlèvement que je suis en train de souffrir et je ne bénéficie pas des soins appropriés. Voici même les médicaments que je suis en train de prendre. Vous allez le constater. Tout ça, ce sont des médicaments. Voilà. Je suis très souffrant, mais je ne bénéficie pas des soins appropriés. Je viens très rapidement avec la petite histoire. J'ai été enlevé de la Zambie depuis le 2 janvier au niveau de l'hôtel Protea Hotel Andola. Les faits sont vérifiables par le colonel Jules Poyongoy. Oui, j'ai été enlevé de la Zambie accompagné de notre colonel de l'armée congolaise. Allez, on est de retour sur ce plateau. Ces petits extraits vous plongent un peu dans les décors de ce qu'a été l'histoire de notre invité de séjour qui s'appelle Igor Mouteb, qui a passé plusieurs mois dans les locaux de l'ANR, de la DEMIAP, etc., etc. Alors, Igor, on vous appelle Igor Mouteb. Qui êtes-vous pour les Congolais qui ne vous connaissent pas? Parce que bon, on va parler de ça. En préparant cette émission, j'ai rélu un peu votre dossier. Je vois que vous avez été accusé des sûretés de l'État. On reviendra sur tout ça. Mais qui êtes-vous? Vous faisiez quoi en Zambie? Est-ce que vous êtes un Congolais? Est-ce que vous êtes un Zambien? Quelle est votre profession? Comment vous êtes retrouvé en Zambie? Bon, au fait, si je me suis retrouvé en Zambie, c'était question de business ou de conditions sociales, parce qu'à un certain moment de la vie, on est obligé de se battre à gauche et à droite pour essayer de s'épanouir et répondre aux besoins de la famille. Parce qu'avant de venir en Zambie, je n'étais pas en Zambie, d'abord j'étais en Namibie, et pendant que j'étais en Namibie, au fait, le coronavirus a perturbé un peu les histoires, les business étaient perturbés avec tout ce qu'il y avait comme restriction, et qu'elle était un pays qui génère une grande partie de ses recettes à partir du tourisme. Avec ces restrictions, déjà les touristes ne pouvaient plus venir et du coup, la vie économique était devenue difficile, d'où j'étais obligé de revenir en Zambie où j'avais un oncle qui avait aussi ses business. Il m'a demandé de revenir en Zambie si cela était possible et qu'il puisse m'initier à quelque chose. Donc vous étiez en Zambie, vous n'êtes pas militaire, vous n'êtes pas politicien, vous n'êtes qu'un homme d'affaires. En Zambie, vous y étiez comme un homme d'affaires. En Zambie, j'étais comme un homme d'affaires qui n'avait rien à voir avec la politique. Parce que depuis que je suis parti de la RDC, je ne me suis jamais affiché comme étant un politicien, vu que je devais répondre aux besoins de ma famille et qu'à un certain moment, je devais d'abord me battre pour la survie de ma famille.
Voilà quoi. Vous avez quitté la RDC quand? Je rappelle que vous étiez un Katangais, vous viviez au Katanga, si ma mémoire ne me trahit, si mes notes ne me trahissent pas. Vous êtes un Katangais, vous avez quitté le Congo pour aller vers la Namibie et la Zambie depuis combien de temps? Je quitte le Congo pour aller vers la Namibie, c'est en 2019. Mais il arrivait des moments où je rentrais pour une semaine, 2 jours, puis je partais. Oui, oui. Et en Zambie, vous viviez à Lusaka, à Ndola? En Zambie, je vivais à Kitwe. À Kitwe. À Kitwe, et c'était précisément à Parkland, oui, où je vivais. Sur Netwange Road 9. Ok. D'accord. Netwange Road numéro 9. Donc c'est là que vous viviez. Les choses doivent être claires. Vous n'êtes pas militaire, vous n'êtes pas politicien, vous n'êtes pas d'association des... Non, vous n'avez jamais été dans ces activités-là. Vous êtes un simple jeune qui faisait ses affaires. Bien sûr. En tout cas, pendant que j'étais en Zambie, je n'étais dans aucune activité politique. J'étais juste là pour raison de business, parce que je devais survivre. D'accord. Comment est-ce qu'il arrive qu'on vous enlève? Comment est-ce qu'on vous a ciblé? Il y a quand même beaucoup de Congolais qui vivent en Zambie. Pourquoi on ne les arrête pas? Pourquoi vous? Et comment est-ce qu'on vous enlève à partir de la Zambie? Racontez-nous un peu l'histoire. Bon, au fait, au début, je pensais que c'était par simple coïncidence. Mais lorsque j'arrive à Kinshasa, c'est là que je comprends que ce n'était pas simplement une coïncidence, mais c'était déjà un plan bien établi depuis un certain temps. Parce que d'après tout ce qui avait été raconté au chef de l'État, comme quoi il y avait des gens qui préparaient un coup d'État contre lui, à partir de la Zambie, et qu'on devrait renverser, et la présidence a déversé beaucoup d'argent pour que les gens descendent là-bas. Et maintenant, il fallait justifier tout ce qui avait été de donner ou de bourser comme argent par rapport à la mission. Et comme il n'y avait pas moyen de gestion, il fallait quand même emmener des gens qui pouvaient, au fait, justifier toutes ces dépenses-là qui avaient été faites par... Donc vous avez été victime d'une certaine manière de la volonté des gens qui ont bouffé l'argent du président de la République à justifier le fait qu'on lui a fait croire qu'il y avait des Congolais qui préparaient un coup d'État contre lui en Zambie. Tout à fait. Et ils en ont profité du fait que j'étais aussi ami aux enfants du général Numbi. On parlera de ça. Commençons par expliquer. Okay. On vous arrête comment, quand, où et pourquoi? Ok, d'accord. J'ai un ami qui s'appelle... Aujourd'hui, je vais le citer parce qu'à un certain moment, il faut arrêter certaines choses. C'est un jeune homme qui vivait en Zambie depuis très longtemps. Il s'appelle Eli Numbi. Je crois vous avoir envoyé la photo où je suis avec lui dans ma voiture. Et l'un... Eli Numbi, c'est donc le garçon qui est derrière, qui est habillé en chemise rouge. Ouais, Donc, vous étiez ami à Eli Numbi qui est derrière dans la photo. Ok. Donc, dans la voiture, là, ce qu'on voit là, c'est vous au volant. À côté, c'est lui qui est en t-shirt blanc, c'est le fameux colonel Jules. Et derrière, c'est Eli. Ok, Jules Massois. Mon vieux, il est ici, si tu peux aussi l'aider pour qu'il ait des papiers de résident ici. Alors moi, je lui dis, bon, au fait, ce que moi je peux faire, je connais des agences, des gens, au fait, sérieux, parce qu'en Zambie, la DGM de là travaille avec quelques agences. Or, pour avoir les documents de résident en Zambie, avoir aussi un travail là-bas. Et ces agences-là, ils font la prise en charge des personnes qui veulent avoir ces documents. Parce qu'en cas de problème,
au fait, les services d'immigration zambiens vont s'attaquer à l'agence et non à l'individu. Alors moi, je l'ai aussi mis en contact avec cette agence-là qui m'avait aussi facilité pour obtenir la carte de résident en Zambie, ainsi de suite. Alors c'était ça, et au fait, l'objet de sa visite. Alors quand je parlais avec lui, je lui ai dit les frais qu'il y avait à payer au niveau de l'agence. Et le monsieur me dira, ok, pour le moment, je ne suis pas prêt avec cette somme d'argent, mais quand je serai prêt, je vais te revenir. Le fameux colonel Jules. Et à ce moment-là, vous ne savez pas que lui, c'est un colonel. Et lui vous l'amène comme un simple civil qui cherche à régulariser sa situation en Zambie. Comme un vieux à lui, un vieux avec qui il a des affinités, je ne sais quoi, voilà, donc c'est un peu ça, de manière succincte. Et alors, le monsieur, je crois que c'était au mois de novembre 2021, quand on s'est vu, c'est même le jour où on a pris... Où vous avez pris la photo là. Tout à fait. Après ça, moi je suis parti, je suis sorti de la Zambie parce que je devais faire un déplacement. Et je reviens en Zambie, c'était le 22 décembre. Donc je suis parti de la Zambie le 7 novembre et je suis rentré le 22 novembre. Le 22 novembre. Quand je retourne en Zambie, un certain le 28, le monsieur m'appelle. Il me dit qu'il était prêt et qu'il voulait me voir. D'abord, c'est Eli qui m'appelle pour me dire que le monsieur était prêt. Je lui dis, ok, il n'y a pas de problème. Moi aussi, pour le moment, je suis à Lusaka. Mais je crois que le premier, je serai à Ndola. Et quand je serai à Ndola, je pourrai le contacter pour qu'on se voit. Comme ça, je vais aussi appeler le monsieur de l'agence. Et le premier, c'était un peu compliqué. Je ne suis plus venu à Ndola. J'étais à Ndola le 3. Et quand j'arrive en Ndola... C'est le 3 janvier 2022. 2022, ok. Quand j'arrive en Ndola, c'était le 3 2022. Et cela que je l'appelle, je lui dis, bon, je suis en Ndola, mais je ne vais pas traîner parce que je dois partir. Il me dira, non, ok, il n'y a pas de problème, je suis prêt. Alors, on se voit, on se retrouve à l'hôtel Protea, au jardin, là, autour de la piscine. Là, c'est Jules Massoa qui vous dit. C'est Jules Massoa, oui, ce colonel, ce fameux colonel. Et à partir de ce moment-là, j'appelle directement Eli. Je lui dis, mais moi, je ne peux pas aller à ces rendez-vous sans toi parce que le monsieur, je ne le connais pas. Et c'est toi qui l'as amené auprès de moi. Il dit, non, 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 quand tu as parlé avec lui, j'étais avec lui, je suis en train de l'amener. Moi aussi, je serai là. Je dis, ah, ok, d'accord, alors c'est bon, on se retrouve là-bas. Et c'est comme ça que je me suis rendu. Mais quand j'arrive, moi, le lieu de rendez-vous là au jardin, je regarde, il y avait que des Chinois qui étaient là, et lui n'était pas là. Du coup, je sortais. Vous êtes arrivé à l'hôtel Protea. À l'hôtel Protea, en face du stadium. Il y a un stadium là-bas, je crois que c'est Kenneth Kaunda. Juste en face. Alors, quand je sortais, je vois, il m'appelle, il me dit non, mais pourquoi tu sors? Je dis, mais j'arrive là, je suis arrivé là-bas, il n'y avait personne, et c'est comme ça que j'ai décidé de partir. Non, 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 reviens. J'étais juste aux toilettes ici. Bon, je rentre. Effectivement, je le trouve, il est assis, et il était seul. Pendant que je lui posais la question, mais où est Eli? Pourquoi Eli? Eli m'a dit que vous étiez ensemble. Comment fait-il que vous vous retrouvez seul ici? Il me dira, non, non. Eli aussi est là, mais il a reçu un appel, il est juste là, à l'extérieur, il remet quelque chose à quelqu'un, et puis il va revenir. Mais toi, sois tranquille. Pendant que je me suis mis, directement, il y a un serveur qui est arrivé pour me poser la question si je devais prendre quoi. Je lui ai dit, non, vous m'amenez de l'eau. Lui m'a dit, non, non, tu peux manger, tu peux passer la commande. J'ai dit, non, je ne mange pas parce que je n'ai pas assez de temps. Je prends juste une bouteille d'eau et ça me va. Le temps que le serveur amène la bouteille d'eau, il y a deux messieurs qui débarquent avec des revolvers. Un qui pointe sur lui et l'autre qui pointe sur moi, nous demandant de ne pas bouger. C'est des Zambiens ou des Congolais, les messieurs avec les revolvers? Ils parlaient en anglais, bon, ils parlaient Zambien, ils parlaient Congolais. Ils parlaient anglais. Ok. Alors quand ils arrivent, ils pointent sur nous et moi j'avais mes téléphones posés sur la table. Directement, ils vont récupérer mes téléphones, ils ont mis en poche. Ne bougez pas. Votre ami a un revolver. Et du coup, l'autre commence à fuir. Qui a un revolver, c'est le fameux Jules Massoa. C'est le fameux colonel Jules Massoa qui est assis devant moi, juste en face de moi. Et directement, on commence à le fouiller. Effectivement, il avait un revolver sur lui.
C'est comme ça qu'on va lui arracher cette arme et on va le menotter. En même temps, il fallait me menotter aussi parce que du fait que j'étais avec lui, c'est que j'étais complice. Et tout de suite, il y a eu même des renforts, à peu près soudainement 7 ou 6 personnes qui se sont ajoutées, je ne connais pas leur identité. Et on nous a tous pris. Et là dehors, il y avait une Land Cruiser fumée. On nous a embarqués dans cette Land Cruiser. Et vous et Jules Massois menottés. Et moi et lui, tous menottés. Alors que c'était un scénario qui était monté, c'est moi qu'on voulait enlever au fait. Alors lorsqu'on part, on arrive dans une maison, on va nous séquestrer quelque part dans une maison. Quand on arrive là-bas, moi on m'enferme dans une autre pièce et lui, on me fait croire qu'on l'amène aussi dans une autre pièce puisqu'on ne pouvait pas nous laisser nous deux ensemble. Et je suis resté dans cette pièce-là. Là, c'était déjà vers 15 heures jusqu'à 19 heures. Je vois quelqu'un ouvrir la porte et c'était le général John Chibangu. Je me souviens toujours de le fameux John Chibangu. Le général John Chibangu. Il était ce jour-là habillé en chemise mauve, pantalon blanche, un petit sac qu'il avait porté sur lui. Il avait des menottes et un revolver en main. Alors, du coup, lorsqu'il est entré, il m'a juste donné un coup avec cette arme au niveau de mon épaule gauche. Il m'a donné un coup en disant, toi, j'étais en train de te chercher, je viens de t'avoir. Alors quand il m'a donné ce coup, je suis tombé par terre. Il a pris son pied, il a mis son pied, il a posé son pied sur mon dos. Et puis maintenant il me parlait, je te cherchais, aujourd'hui je t'ai eu, tu verras ce que je vais te faire si tu ne me dis pas où se trouve le général John Numbi. Là, c'est Andola. Donc, John Chibangu vient vous enlever Andola. Andola. Là, donc là, vous êtes en Zambie dans une maison séquestrée. C'est John Chibangu qui débarque sur place. Bien sûr. Parce qu'après, il s'avérerait que Jules Massois était plutôt un bras droit de John Chibangu. C'était un colonel. Là. Bien sûr. Bon, c'était son homme de main. Hein, parce que là, les images que nous avons ici, c'est clair. Là, vous voyez, c'est John Chibangu avec les fameux colonels Jules Massois. Donc, c'était un plan que John Chibangu a monté. Jules Massois se trouve d'ailleurs en ce moment ici en prison parce qu'ils ont été arrêtés aussi avec John Chibangu, les deux. C'est un homme des bras, un colonel de l'armée congolaise qui travaille avec ces messieurs que vous voyez, John Chibangu. Donc, les choses doivent être claires. Donc, ce qu'ils ont fait là, c'était un scénario seulement pour vous avoir. Tout à fait. C'était un scénario. Et quand lui arrive, quand Chibangu commence à me torturer là, pour que je lui dise où se trouvait le général John Numbi, mais j'étais en train de lui dire, je ne connais pas l'histoire dont tu es en train de parler là. D'abord, moi, à mon niveau ici, comment je peux savoir où le général Numbi? Donc ça, c'est pas possible. Non, et pourtant, on te voyait ici avec ses enfants. Du fait que tu collabores avec ses enfants, donc du coup, tu dois aussi savoir où il se trouve. C'est comme ça que je lui ai dit non, moi je ne connais pas où il se trouve. Il dit mais non, nous avons déjà arrêté 8 personnes. Ils t'ont tous cité, ils disent que au fait c'est toi la plaque tournante de John Numbi, Kabila, c'est toi la plaque tournante entre le Zimbabwe, la Zambie, la Namibie ainsi que l'Angola. C'est toi qui fais leur mouvement et ainsi de suite. Et en ce moment-là, je lui ai dit clairement, j'ai dit d'ailleurs je suis ravi du fait que vous ayez déjà 8 personnes avec vous. Il serait mieux de m'affronter avec ces personnes, qu'ils me disent où ils m'ont vu avec le président Kabila ou avec le général John Numbi. Elle a dit, ok, attends, tu vas voir. Et c'est comme ça que ce jour-là, j'ai été tabassé comme pas possible. Parce que dans cette maison, il y avait qui vous torture à ce moment-là? C'est Chibangu lui-même ou ce sont ses hommes de main? C'est Chibangu lui-même. Il vous tabasse avec des coups, il amène un fouet, la torture là. Il te tabasse avec, il te donne des coups de pied, tu es à terre. Et face à une arme, tu ne fais rien. Il me donne des coups de pied, il me donne des coups avec son arme. Il fait tout ce qui lui semblait bon. Et à un certain moment, il m'a même dit, toi, tu penses que c'est une blague, je peux m'emmener dans un pays étranger avec un revolver? Non, je suis en mission officielle, même la Zambie sait que je suis ici. Ça, c'est lui-même qui me le dit. Alors, l'histoire dont vous êtes en train de raconter là,
en tout cas, je n'y suis pour rien et je ne connais pas quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai vu même un Zambien l'interpeller. Il était en train de lui faire voir que ce qu'il était en train de faire là, ça risquait de créer aussi d'autres problèmes si jamais je mourais. Et c'est comme ça que j'ai eu la vie sauf d'abord pour ce jour. Ils m'ont laissé me noter et ils sont partis. J'ai fait 3 jours dans cette maison où j'étais torturé. Chaque fois que Tshibangou venait, tu ne veux pas me dire où se trouve le général John. Il commence à me tabasser. On vous enlève en Ndola, on vous séquestre en Ndola, en Zambie, et dans une maison que vous ne connaissez pas, et chaque jour Tshibangou venait vous torturer sur place. Tout à fait, pour que je lui dise où se trouvait le général. Généralement, c'est les soirs, c'est les matins qu'il venait, Tshibangou. Il venait souvent le matin vers 10h et le soir, très souvent, à partir de 19h pour repartir 2h ou 2h30 après. Et il le faisait tous les jours. Donc tous les jours, alors, à 10h, il vient, il vous torture. Il part, à 19h, il revient, il vous retorture, il répare. Il répare, et puis j'étais toujours menotté. J'ai passé nuit avec les menottes. Parce que je dormais par terre, toujours menotté, selon l'ordre que lui avait donné. Ok. Donc, les Zambiens, et ils avaient peur. Alors, on pouvait m'ouvrir les menottes seulement lorsque je devais manger. Mais je ne pouvais même pas manger dans cet état-là parce que je n'avais pas... Il n'y avait pas vraiment moyen parce que je ne comprenais pas en fait tout ce qui s'est passé. Et du coup, c'était devenu compliqué. Et c'est comme ça que quand les 3 jours sont passés, le 4e jour, ils sont venus me chercher. J'étais menotté, on m'a pris. Ce jour-là, on n'avait pas bandé les yeux. Quand je descends les escaliers, parce que c'était une maison en étage, lorsque je descends, on descend avec moi. Quand j'arrive à l'extérieur, dans la parcelle maintenant, je trouve, il y avait 3 véhicules. Il y avait une Jeep où était le général John Tshibangou et un certain général Lunda. Il est de la force aérienne. C'est un général zambien de la force aérienne. Ils étaient dans une Jeep. Et c'était une Jeep Mazda. Et la deuxième, c'était une Land Cruiser fermée. Je vois, il y avait des hommes armés avec des costumes. C'est-à-dire, ils étaient en civil, mais ils étaient tous armés. Et je constate là qu'avec eux, ils avaient le général John Mulongo. Le fameux général John Mulongo. Ils étaient avec lui. Parce que je rappelle que John Mulongo, lui aussi, a été enlevé en Zambie et qu'à l'heure où on parle, il est encore en prison à Ndolo, si ma mémoire ne me trahit pas. Tout à fait. Ils étaient avec lui, il était aussi menotté et on s'apprêtait à l'embarquer dans une Jeep, dans la deuxième Jeep. Et la troisième Jeep, c'est là où moi j'ai été embarqué. Du coup, on a vu qu'on a pris la route Lusaka. C'est-à-dire, on est parti d'Ndola jusqu'à Lusaka. Mais quand on arrive à Lusaka, là encore, on est séquestré pendant 6 jours dans la maison de ce général-là, zambien de la force aérienne, général Lunda. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que les séquestrations, les tortures, les enlèvements dont vous avez été victime, et vous et les généraux, Mulongo, c'est les services de sécurité zambiens qui ont aidé John Tshibangou à les faire. Donc, John Tshibangou a corrompu la Zambie d'une certaine manière. Tout à fait. Pas John Tshibangou, mais je crois le gouvernement congolais, parce que je ne pense pas que Tshibangou allait corrompre avec son propre argent. Cet argent est venu de quelque part. Et lui étant au service de l'État, je crois que cet argent est venu de la présidence. Donc Tshisekedi collabore aujourd'hui, a corrompu les services zambiens qui l'aident aujourd'hui à traquer les Congolais et à violer leurs droits de l'homme sur son sol. Tout à fait, parce qu'après moi, il y a encore plusieurs qui ont été enlevés et qui s'y retrouvent aujourd'hui dans les cachots de l'ANR. Dont le pasteur Daniel Ngoyi Mulunda, dont on ne sait pas. Dans le pasteur aussi. Daniel Ngoyi Mulunda, on ne sait même pas s'il est vivant ou pas. Il y a aussi Patrick Massengo. Il y a plusieurs jeunes. Il y a Kaponda qui ont été aussi enlevés après moi et qui se retrouvent dans les cachots aujourd'hui, à Kinshasa. Ok. Donc vous arrivez à ce moment-là à Lusaka, après 3 jours passés à Ndola, dans une maison de séquestration, vous arrivez à Lusaka, la capitale zambienne. Et là, vous passez 6 jours, toujours torturé ou comment? Dans la maison de ce général-là, c'est là où il habite aussi. Le général Lunda. Là, le général Lunda. Là, c'était encore plus fort qu'Andola. Parce que là, c'est comme si c'était en train de jouer leur dernière carte.
Mais comme je ne savais personnellement rien, puisque nous avons été séquestrés dans des chambres différentes avec les généraux John Mulongo. Et chaque fois qu'on venait, quand on les tabassait, je pouvais entendre comment ils criaient. Et moi aussi, quand on me tabassait, je criais. Je suis sûr et certain qu'il écoutait aussi. Parce que c'était en fait des chambres voisines. Et du coup, là c'était terrible, on a fait 6 jours. Je me rappelle seulement le dernier jour avant de m'amener à ça. Le général Chibango est arrivé, c'était vers 23 heures. Il m'a torturé, il m'a tabassé. Parce que là, il avait même plongé ma tête dans un baignoire. Il m'a plongé là-bas. Vraiment des histoires qu'on voit dans des films. Alors... Mais en plongeant, il vous pose quoi comme question? Dis-moi où se trouve John Chibangu, John Numbi, c'est ça? Oui, où se trouvait le général John Numbi. Je lui dis en tout cas, je ne connais pas où il se trouve. Alors je me rappelle, il m'a dit une chose. Il me dit, bon, comme tu ne veux pas me dire, alors tu vas aller mourir en prison à Kinshasa, là où tu vas trouver aussi des hommes petits comme toi. Alors tu iras mourir là-bas. Je lui ai même dit, parce qu'il parle Swahili très bien. Je lui ai même dit en Swahili, j'ai dit, moi général, alors si vous faites ça, c'est par mauvaise foi. Parce que moi, je ne suis pour rien. Là encore, il m'a donné un coup à la mâchoire. Et du coup, il est sorti. Après quelques temps, on est venu nous chercher. Ils ont fait semblant de nous prendre de photos passeport devant un mur là, avec leur téléphone. On nous a menottés. On a pris... là, avec le général Mulongo. Tout à fait. On l'a sorti de sa chambre, moi également. Ils ont commencé à nous prendre des photos avec leur téléphone en format photo passeport. Ils nous ont pris des photos et ils ont pris des foulards. Ils nous ont bandé les yeux. Alors on m'a pris par la main, on nous a fait descendre, on a embarqué dans une jeep. Et c'est comme ça qu'on nous a amenés dans un aéroport. Maintenant, ici, je m'attirerai votre attention. Je connais parfaitement la ville de Lusaka, parce que c'est une ville que j'ai beaucoup sillonnée. Alors, pendant qu'on s'est rendu à l'aéroport, nous, on ne savait pas qu'on allait à l'aéroport. Tout ce que j'ai constaté, c'est quoi? Pendant qu'on allait, la route était en très, très mauvais état. Alors que moi, connaissant Lusaka, au centre-ville surtout, la route qui mène vers l'aéroport, vous ne trouverez jamais de nid de poule sur la route. Et j'étais en train de me poser la question, je me dis, mais une mauvaise route comme ça, où est-ce qu'on nous amène? J'étais même en train de pleurer, je leur disais, laissez-moi quand même voir mes derniers instants avant que vous ne puissiez m'abattre, parce que je sais que vous êtes en train d'aller nous tuer. Et ceux qui étaient là, ils étaient en train de me donner le coup. Lui, Chibangu disait, hé, taisez-vous. C'est ce qu'il était en train de dire. Alors, toute la route, j'étais en train de répéter la même chose. Mais du coup, on se retrouve à un endroit comme s'il y avait une barrière de militaires qu'on devrait traverser. Maintenant, il y a un militaire qui pose la question pour savoir si c'était des colis qu'ils attendaient. Ils ont dit oui. Alors, on nous a laissé entrer. On ne voyait pas, mais on entendait seulement. On écoutait plutôt. Et quand on entre, je me suis retrouvé face à un bruit de réacteur. Là, vous sentez vraiment qu'il y a un avion qui est prêt à faire des manœuvres. À ce moment-là, les yeux sont toujours bandés. Sont toujours bandés. Il y a un avion qui est prêt à décoller. C'est là que je comprends que non. Donc ici, on est en train de nous amener à ça. Bon, on nous fait descendre, c'était déjà au pied d'avion, on nous fait asseoir par terre. Et à un certain moment, comme nous étions menottés par des vents, je me suis quand même donné du courage. J'ai retiré, j'ai retiré... sous vos yeux. Tout à fait, le masque qu'ils avaient placé sur moi. Quand je l'ai retiré, je constate que nous sommes dans l'aéroport militaire de Lusaka. Et je vois l'appareil qui nous avait embarqué. C'était un petit appareil dont il était mentionné NetJet. C'était ça. Donc, il y avait des mentions dans l'avion, les mentions NetJet. NetJet. Et quand je le tire, maintenant, il y a un militaire zambien qui me voit après. Il dit, celui-là, il est en train de tout voir. Il est venu encore, on m'a donné un coup d'arme dans le dos. Cette fois-là, on m'a encore bandé les yeux et on a changé maintenant la position de mes notes. Comme c'était devant, Voilà.
Et je me retrouve, je suis menotté dans cette position-là. Et c'est comme ça qu'après quelques temps, nous avons embarqué dans l'avion, toujours les yeux bandés. Et moi et lui, toujours les yeux bandés. Nous avons décollé de Lusaka. Nous sommes venus arriver à Kinshasa, c'était pratiquement aux alentours de 4 heures du matin. Donc là, c'était quand on arrive, vous quittez là-bas donc la nuit, menotté, les yeux bandés. Tout à fait. Alors, et John Tshibangou embarque-t-il avec vous? Lui n'embarque pas. Ok. Quand on embarque, à notre arrivée, lorsqu'on atterrit à Kinshasa, mais à partir de Lusaka, Tshibangou vous accompagne jusqu'au pied de l'avion, mais il n'embarque pas avec vous. Il n'embarque pas avec nous. Et en ce moment-là, John Massoua n'est pas là. Jules Massoua, lui, n'est pas là. C'était l'acteur. Jules Massoua, ok. C'était son équipe d'avance. Il n'a pas été là dans la suite. Maintenant, quand on arrive à Kinshasa, c'était vers 4 heures du matin. Avant de nous faire descendre de l'avion, on va nous retirer ces bandes-là, on va nous mettre de... Vous connaissez de masques avec filet à l'avant, c'est-à-dire, moi je peux voir la personne qui est en face de moi, mais la personne ne peut pas savoir qui je suis. Ok. Dans l'avion, des masques noirs, mais qui vous permettent quand même de voir ce qui se passe devant vous. Eh oui, tout à fait. Parce qu'il y a eu avec une sorte de tamis là devant. Alors nous, on pouvait voir la personne, mais la personne ne pouvait pas nous voir. Alors on a changé de masque, on nous a fait descendre. C'est là qu'on se rend compte que dans l'avion, il y a même des militaires qui étaient venus de Kinshasa. C'est eux, au fait, qui nous ont escortés. Ils n'avaient pas descendu de l'avion, ils étaient toujours dans l'avion. Et quelques messieurs de la présidence avec beaucoup de dossiers. Et même quand on descendait de l'avion, je voyais un monsieur là en costume, avec son téléphone qui filmait. Voilà, ils sont déjà là, ils faisaient des commentaires. Et on nous a pris très rapidement. On nous a fait passer par un bureau là, je ne sais pas quoi. On s'est retrouvé directement au parking. C'est là que je vais trouver une forte délégation. Toujours masqué. Il y avait des responsables de la... Là, quand vous arrivez au parking, vous êtes toujours menotté avec le masque en treillis là. Toujours menotté, bien sûr. Okay. Mais on trouve quand même une forte délégation. Il y avait l'agent Mbelou. Mbelou lui-même était à l'aéroport à 4 h du matin. Il était là. Il y avait 2 jeeps de militaires PEM. Il y avait les responsables de la DGM et tant d'autres personnes. C'était vraiment un cortège costaud. Hein? Un cortège digne d'une grande personnalité de ce pays-là. Parce que même la Jeep dans laquelle on avait embarqué, ce sont des Jeeps avec des écrans à l'arrière des chaises. Je crois que c'était une Jeep de la présidence où on avait embarqué. Et jusqu'au cabinet de l'AG. Quand on arrive au cabinet de l'AG Mbelou, on nous fait descendre, on retire maintenant les masques. Mbelou, c'est l'AG de l'ANR. À cette époque-là. On parle bien de Mbelou Biocha. Hein? Tout à fait, Jean-Yves Mbelou Biocha. Alors quand on arrive là-bas, on nous fait descendre de la voiture, on nous retire le masque, mais toujours menotté. Lui, c'est lui maintenant qui donne l'ordre. Il y a 2 bâtiments. Il y a le bâtiment principal dans lequel se trouve son bureau. C'est à 8 niveaux. Mais il y a un autre bâtiment juste à gauche qui a 1 niveau. Ou à droite si vous entrez par la grande barrière. Alors il donne l'ordre, il dit, lui, vous le mettez ici. Il montre le bâtiment à 1 niveau pour qu'on amène le général Moulon. Et moi, à mon tour, il dit, lui, vous le plaquez ici chez moi au 7e niveau. Pour qu'il mange ou pour qu'il boive, il faut me voir. Et l'autre dit à vos ordres, c'est comme ça qu'on va m'amener dans ce cachot-là. D'abord, dans les escaliers, c'était tout noir. Je ne pouvais pas voir. On me disait seulement de compter les pas. Même pour prendre les escaliers, on me disait, il faut que tu comptes 9 pas. Si tu ne fais pas 9 pas, tu vas tomber et tout ça. Donc, on évoluait comme ça. Et pour moi, c'était vraiment la mort. C'est comme ça que je me suis retrouvé là-bas. Vous vous retrouvez quoi? Vous entrez dans un cachot. Seul, quelle est la configuration la configuration du cachot? Vous trouvez un lit là-bas, vous trouvez quoi à l'intérieur? En fait, je ne trouve rien plutôt à part ce matelas que vous avez vu dans l'image. Un matelas qui n'existait que de nom, parce que c'est pratiquement sur les fils de fer que j'étais en train de passer nuit et tout le matin, j'avais très mal. C'était vraiment une torture comme pas possible. À un certain moment, je ne supportais pas de passer nuit sur ce matelas-là, mais je pouvais passer nuit par terre.
Et du coup, le calvaire a commencé là-bas. Vous arrivez à l'ANR. Donc là, on raconte la première étape de comment vous êtes arrivé en Zambie pour faire les affaires. Vous avez été enlevé par le général John Chibangu avec son homme, le fameux colonel Jules Massoua, torturé en Zambie à peu près 10 jours. On vous embarque et vous arrivez à l'ANR. Quand vous arrivez à l'ANR, qu'est-ce qui se passe après avoir été mis dans ces cachots-là? Lorsqu'on arrive à l'ANR, ce qui se passe, c'est que on n'a pas été auditionné le même jour ou le jour suivant. Il s'est passé à peu près 6 jours. C'est en ce moment-là que j'ai vu un bon matin, là, on est venu me chercher. C'était pratiquement aux alentours de 11 heures. Est-ce que pendant ces 6 jours-là, on vous torturait? Chibangu venait. Chibangu continue à venir même à l'ANR? Oui, il venait même à l'ANR, mais j'ai des choses à vous raconter, mais c'était plus grave que ce que vous avez entendu. Allons-y, allons-y. Nous, on est disponible, on vous écoute. Alors, Chibangu venait. Le 7e niveau, au fait, je comprends pourquoi on m'avait amené au 7e niveau. Le 7e niveau, c'est comme une sorte de suite. Mais une suite abandonnée. Où il y avait même des baignoires qui ne fonctionnaient pas, bien sûr. Il y avait des toilettes, tout ça, il y avait des lavabos. En fait, c'est vraiment une suite abandonnée où il n'y avait rien à part de rats, de cancrelats, des insectes, parce qu'il y avait de la saleté un peu partout. Alors, pourquoi le 7e niveau? Ça, c'est quelque chose que j'ai compris après. Parce que là, on te torture et personne ne peut entendre. D'abord, c'est la première des choses. Et Chibangu profitait de ces baignoires-là. On lui remplissait de l'eau dans ces baignoires et il venait toujours pour me torturer. On était pendant jours en train d'être torturé matin et soir. Et aujourd'hui, je ne me suis même pas encore remis comme il le faut. Pendant qu'il faisait ça, c'est-à-dire on me préparait psychologiquement à céder à ce qui devrait venir après. C'est comme ça que je vais me retrouver 6 jours après, ils sont venus me chercher. On me fait descendre. Quand je descends, je trouve dans la salle d'interrogatoire, il y avait une commission à établir, une commission composée. On m'a dit, voilà, ici, il y a les membres du Conseil national de sécurité, CNS. Il y avait aussi, je ne sais pas, les gens de la maison militaire, des MIAP, ANR, bon, tous les services étaient là. DGM. En même temps, il y avait aussi Jules Massoua, le fameux colonel. Ah, vous l'avez trouvé dans la commission, là? Je le trouve maintenant dans la salle. Dans sa vraie peau. Des Jules Massoua. Dans sa vraie peau. Et il était même en tenue ce jour-là, avec un béret de couleur rouge. Chibangu aussi était là. Mais curieusement, quand j'arrive, Chibangu et Jules demandent aux autres membres de la commission de vider la salle. Comme quoi, ils avaient quelque chose à parler avec moi puisqu'ils ont vu que le moral était trop bas. Et tous les autres membres ont vidé la salle. Quand on vide la salle, je reste avec Chibangu et le colonel Gilles. Là, nous sommes à l'ANR chez l'AG. Le colonel Gilles, c'est lui qui prend parole. Il dit, tu vois, ça c'est une mission de la présidence. Tu as vu comment on a chassé tout le monde? Chasse-moi le président de ta commission. Et là, j'étais vraiment surpris de le voir là-bas. Et du coup, Chibangu me dit, il parlait en swahili. Il dit, petit, tu dois grandir. Cesse maintenant d'être petit. Ici, il y a une mission. Il y a 2 personnes qui doivent tomber au niveau de la présidence. Si tu acceptes de collaborer, c'est une mission que le chef de l'État lui-même a donnée. C'est pourquoi tu nous vois, nous venons et nous accédons même ici à l'ANR. Parce que c'est la mission de la présidence. Il y a 2 personnes qui doivent tomber. Le chef de l'État veut s'en débarrasser parce que moi, je vais prendre la place du... C'est qui encore? Le général Tumba de la maison militaire. Tout à fait. Ça, c'est John Chibangu qui vous dit que moi, je dois prendre la place de Ntumba. Tout à fait. Tumba, Bouamounda Franck Tumba. Oui. Bon, lui parlait du général Tumba. Alors, il y a lui et celui du CNS en la personne de François Béat qui doivent tomber. Et donc, toi, avec le général, vous avez un rôle à jouer. Nous allons faire une mise en bouche
et vous, vous allez témoigner contre eux. Voici ce que vous allez dire. Vous allez dire que pendant votre séjour en Zambie, vous étiez avec le général Numbi. Et que le général Numbi recevait les ordres de l'ancien président Joseph Kabila, qu'il transmettait à son tour à François Béat ainsi que au général Tumba de la maison militaire pour renverser le régime de Kinshasa. Ça, c'est John Numbi. Ça, c'est John Chibangu qui vous dit ça. C'est John Chibangu. Ils sont à deux avec Jules Massou. Et ça, c'était une tâche très difficile pour moi. Comme je l'avais dit encore dans l'autre vidéo, que d'abord, je viens d'une famille chrétienne. On ne m'a jamais appris à témoigner faussement, surtout contre des gens que je ne connais pas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ma formation de juriste ne me permettait pas aussi de jouer à ces jeux, parce que je connais en droit les conséquences d'un faux témoignage. Ça, c'était aussi la chose qui m'avait motivé. Alors, je le dis, mais moi, en tout cas, il me sera difficile, parce que le général Tumba dont vous parlez, je ne le connais même pas de vue. Même si on l'a mené ici aujourd'hui, je ne le connais pas. Alors, il me sera difficile de parler de quelqu'un que je ne connais pas. Le François Béat, c'est un grand nom dans ce pays. Me mettre en conflit avec ces gens-là en témoignant faussement contre eux, moi, je ne vois pas comment est-ce que je vais m'en sortir. Il y a aussi le nom de Kabila qui est cité dedans. Il y a le nom du général Numbi qui est cité dedans. Et moi, là, entrer dans un conflit pareil, je ne vois pas comment est-ce que je vais m'en sortir plus tard. Alors, ils m'ont dit, si tu le fais une semaine, dans une semaine, nous allons te ramener en Zambie, nous allons te restituer tes biens, et nous allons même te donner des fonds pour que tu repartes encore à nouveau. Mais si tu refuses, nous allons arrêter toute ta famille avec brutalité. Si tu refuses de le faire. Donc, alors tu as le choix. Là, c'est la première fois qu'ils vous disent ce pourquoi vous avez été enlevé. Il faut que vous témoigniez faussement contre Franck Ntumba. Il faut que vous témoigniez faussement contre comment il s'appelle, François Béat, qui était à ce moment-là conseiller spécial du président de la République, soit disant qu'ils étaient en train de préparer un coup d'État contre Tshisekedi. Tout à fait. Là, nous sommes au 7e jour de votre détention à l'ANR, c'est ça? Tout à fait. Donc, 6 jours après notre arrivée, c'est le 7e jour où on est en train de me poser ce genre de questions. Là, vous êtes seul. Vous n'avez pas vu le général Mounongo jusque-là? Non, là, je suis seul. Ok. Alors, à partir de ce moment-là, ils ont fait revenir les autres membres de la commission. Mais curieusement, c'est Jules Massoua qui en est le président de cette commission. Et que pour que quelqu'un prenne la parole, c'est Jules Massoua, en fait, qui distribue la parole. Mais c'est lui-même le président de la commission. Alors, il oriente ces questions vers ce qui m'a été demandé de faire. Mais moi, je disais toujours, en tout cas, ça, je ne connais pas. Là, on commence à vous poser des questions comme si c'était un exercice pour que vous vous mettiez dans le bain, quoi. Non, en fait, on pose maintenant des questions, c'est l'audition proprement. Donc, on vous pose la question, quoi. Vous connaissez John Numbi, vous connaissez le général... Ouais, comment vous vous êtes connu avec John Numbi en Zambie, vous faisiez quoi avec lui? Et pendant qu'il était là, quelles étaient ses conversations avec le Raïssi, avec le président Joseph Kabila, avec François Béat, avec le général Tumba? Il orientait ces questions vers ce qui m'avait été mis en bouche. Je disais toujours que je ne connais pas, je ne connais pas. J'étais assis tout juste à côté de lui et chaque fois il mettait son pied sur mes pieds pour me faire signe, me rappeler à l'ordre. Mais moi aussi, comme il y avait les autres membres de la commission, malheureusement, je ne peux pas citer leur nom ici pour ne pas exposer les gens pour rien. Mais ils savent ce que je suis en train de dire. En ce moment-là, Chibangu, lui, il était déjà sorti. Parce que quand ils ont fini, les autres membres de la commission sont rentrés. Chibangu, lui, est parti. Et c'est maintenant Jules qui reste comme président de la commission pour diriger, au fait, l'interrogatoire. Et moi, je disais toujours, je ne connaissais pas, je ne connaissais pas. Ils ont tenté pendant plus de 4 jours, ça ne marchait pas. C'est comme ça que nous sommes arrivés pratiquement le 27 janvier 2022, c'était pratiquement vers 19h, on vient me faire descendre dans la salle d'interrogatoire. Là, on me montre juste la photo de mon frère qui est arrêté à Lubumbashi.
Il est menotté dans le bureau de l'auditeur supérieur de l'époque à Lubumbashi. Il s'appelle Votre petit frère. Mon petit frère propre, celui qui vient après moi, Dani Mouted. Et l'auditeur supérieur de l'époque s'appelait Lita Gore, qui était à l'auditorat supérieur de Lubumbashi. C'est lui qui a arrêté mon jeune frère. Ils ont même pris des photos. On m'a montré, on m'a dit, nous t'avons promis d'arrêter toute ta famille avec brutalité. C'est Jules Massoua qui l'a fait. C'est Jules. C'est Jules. Et à ce moment-là, John Chibangu est là aussi pour vous montrer les photos. Non, là, John Chibangu n'est pas là. Lui, il a déjà donné le go. Au fait, maintenant, c'est Jules qui continue à jouer le rôle de torture. Au fait, maintenant, on passe de la torture physique. Comme la torture physique n'a pas marché, on va maintenant à l'étape de la torture morale. Il pense qu'en inquiétant ma famille, je vais alors céder. J'ouvre une parenthèse puisque vous parlez de votre jeune frère. À un moment donné, les réseaux sociaux en avaient parlé. Je crois que c'est votre maman ou quelque chose, quelqu'un comme ça qui est passé. C'est ma maman, ma défunte mère, qui est justement décédée à cause de tout cela. Paix à son âme. Je me rappelle que l'histoire était liée à un pasteur. On disait que le pasteur a trahi son mondimi. C'était ça? Bon, en fait, ça c'est d'après ce qui était raconté. Parce que d'après les informations à ma connaissance, c'est comment on m'a rapporté après, ils avaient arrêté le pasteur. C'est l'église où nous on priait. Quand ils ont arrêté le pasteur, je crois qu'il a fait 3 ou 4 jours au niveau de l'église. L'église s'appelait comment d'ailleurs? L'église s'appelait MRC, Ministère Règne de Christ. Et le pasteur qui a été arrêté? Parce que cette histoire a quand même fait parler les réseaux sociaux à son temps, hein? Bon, tout à fait. Le pasteur qui a été arrêté s'appelle le pasteur Abel Komba. Abel Komba. Voilà. Il a été arrêté pendant 4 jours, d'après ce qui m'avait été rapporté après, à l'auditorat. Et quand il est arrêté par l'auditeur, nous étant fidèles de cette église, on l'a contraint. Aussi, ce n'était pas facile pour lui qui était torturé à faire venir mon jeune frère. Alors donc, que mon jeune frère était à Colosie. Le pasteur qu'on a accusé dans les réseaux sociaux d'avoir trahi votre jeune frère, lui aussi l'a fait sur contrainte. C'était pas de sa volonté, on l'a contraint. Non. J'aimerais être clair avec ça. C'était pas de sa volonté. Pero, c'était pas tout le monde qui peut supporter la torture. Ça, il faut le savoir. Même moi, à un certain moment, je me demandais d'où venait toute cette force pour résister à tout ce que j'ai vécu. En fait, je pense que c'est une grâce. Il était sous torture parce qu'il a été aussi arrêté pendant 3 ou 4 jours. Et on lui a contraint de faire venir mon frère qui travaillait à Colosie. Il n'avait pas de choix que de faire venir mon frère parce que en continuant à refuser, il serait aussi pris pour complice. Ça, il ne faudrait pas l'oublier. Donc, les pasteurs tels qu'on l'a vilipendé, parce que moi, je me rappelle qu'à un moment donné, cette affaire avait fait parler les réseaux sociaux. On a dit que les pasteurs étaient de l'ANR, qu'on utilisait le nom du pasteur pour Narukanga Bandi Minaye. Donc, vous, aujourd'hui, vous disculpez les pasteurs. Les pasteurs n'étaient pas complices dans cette affaire. Tout à fait. En tout cas, je refuse d'être complice du mal ou de porter encore un faux témoignage. Ça, en tout cas, je ne peux pas me mêler à ça. Il était aussi contraint, il était torturé, il a été arrêté. Et du coup, le fait pour lui de continuer à résister, ça pouvait faire de lui un complice d'une certaine manière. Il a été obligé de faire venir mon frère. C'est seulement quand mon frère est arrivé... En lui rapportant qu'il a eu une prophétie, que Dieu l'a convoqué, etc., etc. Bon, ça, moi, je me rappelle bien de cette histoire-là. Vous étiez en prison, mais moi, comme j'avais porté votre combat, votre histoire, j'avais quand même suivi ça. Ça, je me rappelle. Tout à fait. Alors ça, en tout cas, on ne m'a pas rapporté tout ça. Ce que je vous dis, c'est ce qui m'avait été rapporté, même par ma défunte mère. Et ensuite, quand mon frère arrive, c'est là qu'on va libérer le pasteur. On libère le pasteur, on garde mon frère. C'était le 20, je crois, entre le 27 ou le 28, si j'ai bonne mémoire. On me montre la photo de mon frère menotté et on me dit qu'on arrêterait toute la famille avec brutalité si je ne coopérais pas. En ce moment-là, en tout cas, j'étais vraiment irrité et j'ai directement dit ceci. Je leur ai dit, comme vous venez de faire ça, n'attendez plus rien de moi. Arrêtez tout le monde. À notre spectateur, le fameux frère, hein, c'est les jeunes hommes ici que vous voyez. Là il est malade, mais menotté. À ce moment ici, il est en état d'arrestation. Hein. Quand on dit que ce régime, c'est un régime dictatorial, c'est un régime de tyran, voyez quelqu'un en état de soins, mais il est menotté. Est-ce que ça, c'est pas la torture?
On va revenir sur cette photo pour effectivement montrer que... Les gens pensent peut-être que c'est un Regardez le bras, la main droite du côté là, donc vous allez vous rendre compte qu'effectivement, le jeune homme avec sa Bible à l'hôpital est menotté, donc voilà. Alors qu'il n'a rien fait, tout ça c'est pour vous mettre la pression, vous, d'accepter de témoigner contre François Béat et contre le général Bouamounda. Bien sûr, comme quoi ils étaient en contact avec le président Joseph Kabila et le général Numbi pour renverser le régime de Kinshasa. Et ça, quand je vois ça... Et qui concocte ça, c'est Jules Massoua et John Tchibango. Tchibango est là, j'aime lui aussi. Mais ils ont dit quand même le premier jour que c'était une mission de la présidence, que le président voulait se débarrasser des personnes autour de lui et que c'était la personne de François Béat ainsi que le général Ntumba de la maison militaire. Votre frère était torturé aussi là-bas à Lubumbashi? Oui, comme vous le constatez d'ailleurs sur cette photo. Là, c'est déjà à l'hôpital, on se permet de faire ça. Et au cachot, est-ce que vous vous imaginez ce qui se passait? Et en ce moment-là, la famille a eu quand même un réveil. Ils sont allés aux Nations Unies pour voir les droits de l'homme. Le droit de l'homme a intervenu pour demander que mon frère soit jugé. Et mon frère a été jugé 1 année après et acquitté. Il a passé 1 année en prison aussi? 1 année en prison à Makala. Ce que je vous dis, c'est vérifiable. Les Nations Unies savent. Le département. On l'a pris de Lubumbashi pour l'amener à Makala ici à Kinshasa? Non, il n'a pas été amené à Makala. Lui, il a fait Kassapa, à Lubumbashi. Ok. De Kassapa. Alors, quand on et son seul péché, c'est le fait d'être le petit frère d'Igor Moutem qui refuse de faire un faux témoignage. Okay. Tout à fait. Et du coup, ça a mis ma défunte mère sur le coup. Et elle n'a pas pu supporter avec le temps, elle a succombé. Parce que c'était très dur pour elle. Ça, il faut quand même qu'on le dise. Je tiens d'ailleurs à saisir cette occasion pour vous présenter vos condoléances que vous avez perdu votre maman à cette époque-là à cause de cette affaire. Déjà que vous-même vous étiez enlevé, elle ne savait pas où vous étiez. Son deuxième enfant a été torturé à la Kassapa. Et les informations à cette époque-là indiquent que votre maman n'a pas résisté à ça avec son cœur de mère. Et donc, elle est décédée de cette situation-là. Ça, c'est un dossier que je suivais sans vous connaître personnellement. Ça, je peux confirmer que cette pauvre maman est vraiment partie parce qu'il n'a pas supporté la souffrance et la perte de ses 2 enfants. Elle est décédée, on va le dire clairement, à cause de John Tchibango et de Mbelu Biocha. Voilà. On lui rend hommage, paix à son âme. Et c'est comme ça que mon frère a été amené en prison par l'auditeur lui-même. Il l'a pris dans sa jeep, il est allé le déposer à la prison. Et il l'a mis sous consigne là-bas. Il sait ce que lui-même l'avait donné comme consigne pour que mon frère soit torturé. Et ensuite, quand j'ai vu ça, à Kinshasa, moi j'ai dit, ok, comme vous venez de faire ça, alors arrêtez tout le monde. Moi, je ne vais pas faire ce que vous m'avez demandé de faire. Je vais aussi mourir ici. Et c'est sur ce point-là que nous nous sommes séparés. C'était le 27 ou le 28. Du coup, le 5 février 2022, François Béat a été arrêté. Donc, François Béat a été arrêté. Bien avant l'arrestation de François Béat, on préparait déjà ce coup, on trouvait déjà des gens pour témoigner contre François Béat, dont vous-même. Tout à fait. Parce que pour eux, que le coup partirait de la Zambie. Et notre témoignage devrait être crédible, puisque nous avons été enlevés de la Zambie. Alors c'est ce qui était préparé contre eux. Et c'est comme ça que vous avez vu, 1 semaine après seulement, François Béat également a été arrêté et toute sa suite. Ok. Mais vous vivez comment maintenant à l'ANR parce que vous refusez, c'est torture après torture, torture après torture. On ne vous entend plus, on ne vous auditionne plus. Vous êtes resté là-bas comme ça? Je suis resté au cachot de janvier jusqu'au 3 octobre, seul. On ne m'a mené jamais pour d'autres interrogations. Ils m'ont juste abandonné là-bas. Et comme il n'y a pas assez de nourriture là-bas, on te donne les riz blancs. On sont à 16 plus grillés qu'on met dessus, alors que moi je ne prends pas les Saint-Charles. Du coup, je ne mangeais que les riz blancs et j'avais un cœur chaud à tout moment. Donc c'était vraiment, vraiment très compliqué. Jusqu'à ce qu'ils ont vu que j'ai résisté et on a fait venir un médecin là-bas qui m'a aussi donné des médicaments. Tous les médicaments que vous avez vus là-bas, vous voyez, il y a même les médicaments qu'on donne aux tuberculeux. Alors, moi, je ne suis pas tuberculose. Donc, tous ces médicaments m'étaient administrés tout simplement pour m'éliminer.
Mais maintenant, vous réussissez à filmer comment? Parce que ça aussi, c'est la question. Comment vous avez pu avoir un téléphone et comment vous avez pu filmer la vidéo qu'on vient de regarder? Parce que je rappelle, je vais vous raconter une anecdote par rapport à cette vidéo. Je suis en exil, moi, en Zambie, en Tanzanie. Lorsque, déjà à ce moment-là, je suis en situation, en total discorde avec le Tshisekedi. Lorsque cette vidéo-là arrive, parce que j'ai commencé déjà à faire des bruits autour de vous, je me suis permis d'envoyer la vidéo à la première dame, Denise Nyakero. J'ai pris la vidéo dont question ici, je le lui ai envoyé pour lui dire que c'était incorrect ce qui s'est passé. Elle m'a répondu, on s'est appelé, on a parlé. Je ne vais pas entrer en profondeur, mais montrer un peu la vidéo. Je vous confirme, Igor, qu'à ce moment ici, j'ai parlé déjà longuement de vous. Cette vidéo, quand c'est sorti, avec tous les bruits que la vidéo avait fait sur les réseaux sociaux, j'avais pris la vidéo, j'avais envoyé à Denise Nyakero avec une demande pour lui dire c'est inacceptable et ça. Bon, elle a été gentille, elle m'a appelé, elle m'a parlé, on a parlé de cette vidéo. Bon, je ne vais pas entrer en détail, mais je vous confirme que la vidéo a été envoyée alors que j'étais déjà en exil. On continue. Vous arrivez à voir les téléphones Merci. comment? Au fait, je vais peut-être vous choquer ou c'est quelque chose qui va vous faire rire. J'ai toujours dit, et ça c'est la réponse que même j'avais donnée pendant que j'étais à l'ANR. Vous savez, ce téléphone-là, j'ai toujours dit que c'est Dieu, c'est Jésus qui me l'avait donné. Pourquoi je dis ça? Je m'explique aujourd'hui. Parce que c'est la même réponse que j'avais donnée aussi là-bas. Il y avait un lavabo qui ne marchait pas, au fait. Je vous ai dit que c'était une sorte de suite qui était vraiment abandonnée en étant de délabrement. Il y avait même un petit lavabo là, au niveau de la douche. Parce que je ne sortais pas. Alors, chaque fois qu'on m'amenait la nourriture, je devais nettoyer mon assiette seul. Parce que si je remets l'assiette sale, demain, c'est qu'on me ramène la nourriture, dans cette même assiette-là, non lavée. Et du coup, j'étais moi-même obligé de nettoyer cette assiette, sans savon, bien sûr, juste mettre un peu d'eau et essayer de rincer. Alors, quand je me rends là, j'avais souvent l'habitude d'utiliser l'eau là-bas. J'amenais juste l'eau dans une petite bouteille qu'on puisait pour moi au robinet là en bas. Alors, quand j'amène mon assiette, je commence à nettoyer. Je me rends compte que l'eau n'arrivait plus à passer par le trou d'évacuation du lavabo. L'eau ne coulait plus. Et du coup, j'étais obligé... Oui, c'était bouché. Du coup, j'étais obligé de descendre un peu pour voir ce qui ne marchait pas là derrière. Et justement, vous voyez le pied qui soutient le lavabo. Il y a de tout à l'arrière. Lorsque je place ma main là-bas, pour essayer de toucher les tuyaux, c'est là que je me rends compte que je touche quelque chose. Oh, j'essaye, je sens, mais ça c'est un téléphone. Je commence à retirer ce téléphone, c'était quand même difficile de le sortir de ce trou là-bas, parce que celui qui l'avait placé délicatement. Alors je fais aussi un effort pour retirer le téléphone. Lorsque je retire ce téléphone, j'ai commencé à trembler. Je me suis dit au fond de moi... Probablement un ancien prisonnier qui l'utilisait, qui est allé le cacher là-bas. Justement, c'est quelqu'un qui était passé par là précédemment l'avait utilisé, parce qu'on m'avait même raconté que chez Coco Moulumba était aussi dans la même cellule, tout ça, bien des trucs là. Donc certainement, un des prisonniers qui est passé précédemment l'avait utilisé et il a planqué là-bas. Alors quand je retire le téléphone, j'étais tout tremblant. Mais en même temps, je disais quand même dans mon cœur, merci Seigneur, mais c'est quelle que marque le de téléphone? Pardon? C'est quelle marque de téléphone? Et c'était un téléphone, un Phoenix. Un Phoenix. Ok, un Phoenix, yeah. Un Phoenix. Alors, je prends ce téléphone-là, tremblant là, en même temps, je disais aussi merci Seigneur. Quand je l'allume, le téléphone s'allume, et il y avait quand même, je crois, 58% de charge, quelque chose. Et une SIM orange. J'essaye de vérifier le méga, je vois qu'il y avait pas le méga, les unités. Il y avait beaucoup d'unités dedans, et que j'avais pu convertir, au fait, en gigabytes, pour que je puisse utiliser Internet. Il y avait le téléphone et les écouteurs, mais il n'y avait pas de chargeur. Donc, je devrais très bien économiser la charge qu'il y avait dedans
pour que je puisse faire tout ce que j'avais fait là, et ensuite m'en débarrasser. Vous avez pu joindre votre famille avec ce téléphone-là, vous avez pu finalement parler aux gens, leur dire que vous étiez encore vivant. Bon, quand j'ai d'abord pris ce téléphone-là, je l'ai gardé pendant 4 jours, je tremblais. Parce Ça que l'utilisait. Quand l'utiliser, oui. Craignant que c'était un piège, etc. Oui, mais je me disais certainement que ces gens m'ont piégé. Ils veulent que je puisse toucher à ce téléphone pour qu'ils puissent encore me créer des histoires. J'ai déjà assez souffert ici. Tout ça, alors je ne l'utilisais pas. Mais chaque matin, je revenais vers le lavabo pour vérifier si le téléphone était encore là. Alors, c'est le 4e jour où j'ai pris quand même la décision d'appeler le numéro que j'avais en tête. Bien sûr, la première personne que j'avais appelée à l'époque, c'était ma défunte mère. Elle était vraiment surprise. Elle m'a dit, mais non, comment tu as eu ce téléphone? On t'a autorisé. Mais non, c'est quoi? Elle voulait savoir beaucoup de choses. Alors moi, je lui ai dit, non, pour l'instant, ne me pose pas trop de questions. Donne-moi seulement le numéro d'un oncle là. Je ne peux pas le citer ici pour le protéger. Alors, elle a dit, ok, je vais faire un effort. J'ai dit, vous ne m'appelez pas, nous ne même pas. Attendez, explique-nous. Je dis, je vous expliquerai plus tard. Vous envoyez-moi seulement le numéro là que je suis en train de vous demander. Alors, quand on m'envoie ce numéro, c'est comme ça que je vais parler avec l'oncle. Je l'explique, tout ça. Il aussi me fortifier. Il me dit, mais non, ça c'est réellement le Seigneur qui t'a donné. Il faut l'exploiter parce que ça va t'aider. Et c'est comme ça que j'avais pris la résolution de dénoncer en faisant cette vidéo. C'était le 3 octobre 2022. Donc, arrêtez au mois de janvier, la vidéo est tournée au mois d'octobre. Vous réussissez à tourner la vidéo et à diffuser. Probablement qu'ils ont suivi ça dans les réseaux sociaux. Moi, je vous dis que moi, j'en ai discuté longuement avec la première dame Denise Niakeru parce que je le lui ai envoyé. À cette époque-là, moi, je venais de fuir John Chibangu qui m'avait traqué en Zambie et que j'étais en Tanzanie. Je venais d'arriver en Tanzanie d'ailleurs. J'ai fait un peu de Namibie aussi, je suis passé par la Tanzanie à ce moment-là. Et quand j'ai vu la vidéo, puisque je parlais déjà de vous, j'avais envoyé ça à la première dame. Je suis sûr qu'eux aussi, ils ont suivi ces images. Qu'est-ce qui s'est passé après la diffusion de ces images? Pero, ça a failli me coûter la vie. Ce jour-là, c'était le mauvais jour, en fait, donc plus pire que tout ce que j'avais vécu en ce moment-là. Je vous dis, on a amené 12 personnes. C'était dans les avant-midi, pratiquement vers 11 heures. Bon, on sait lire les temps à partir du soleil. Ils sont venus, ils avaient tous des masques. On ne pouvait pas voir leur visage. Dans l'état où j'étais, ces gens m'ont ligoté. Pero j'avais été fouetté à mort. Parce qu'ils voulaient à tout prix que je leur dise qui avait amené ce téléphone là-bas. Tellement j'étais vraiment très sûr de mourir. Et à un certain moment, je ne ressentais même plus de douleur. C'est comme si j'ai commencé à perdre les repères même. Ils ont récupéré les téléphones, vous leur avez donné le téléphone? Non, ils n'ont jamais récupéré ce téléphone parce que je l'avais broyé, je l'ai mis dans les toilettes là-bas. Après votre vidéo, vous avez jeté les téléphones? Après ma vidéo, je l'avais détruit et puis je l'ai jeté dans les toilettes là-bas. Alors, il voulait à tout prix, et moi je disais toujours, c'est Jésus qui m'a donné ce téléphone. Quelqu'un de la présidence là même a dit, est-ce que ce monsieur est encore normal? On dirait qu'il est devenu fou. Vous ne trouvez pas, il faut le laisser. Et ils disent, non, il fait exprès, il faut le tabasser. Donc j'avais été fouetté comme pas possible. Et ce jour-là, je disais toujours, c'est Jésus qui m'a donné. L'histoire que je te raconte aujourd'hui, de là où j'avais trouvé le téléphone, je ne l'avais jamais raconté à l'ANR. C'est toi la première personne qui me fait sortir ces choses. Je disais toujours, c'est Jésus qui me l'a donné. Ok, on comprend bien. C'est Jésus qui t'a donné ce téléphone-là. Mais je dis non, mais quand j'ai fini de tourner la vidéo, Jésus est venu reprendre le téléphone. Oh là là. Ça, je le mettais davantage en colère. Jésus a repris son téléphone après le tournage de la vidéo. Oui. Et j'étais tabassé. Et puis ils m'ont pris, pendant qu'on descendait les escaliers, quelqu'un a parlé au téléphone. Ils ont dû encore me ramener dans ma cellule. Je suis resté dans ma cellule, allongé sur le pavement. Ils sont partis. C'est à 23 heures qu'ils sont revenus. Ils étaient encore plus nombreux que le matin.
c'était maintenant pour me prendre de force pour m'amener maintenant à 3 Zoulous. 3 Zoulous, c'est le cachot de l'ANR qui est juste en face de la primature. Tout à fait. C'est là qu'on amène tout le monde maintenant. Alors on m'a pris de là, de force, à 23 heures, on m'a amené à 3 Zoulous. Quand j'arrive à 3 Zoulous, j'ai des témoins qui sont en liberté aujourd'hui, qui forcément témoigneront un jour. Parce qu'il y a une plainte en gestation contre le pays. Ça, je vais vous l'expliquer peut-être plus tard. Quand j'arrive à 3 Zoulous, on va me déshabiller, on va me laisser tout nu. Pour ceux qui connaissent 3 Zoulous, il y a 6 cachots avec des fenêtres. Et on m'amène devant ces cachots-là. On m'étale par terre et on commence à me fouetter devant tout le monde et j'étais nu. J'ai été tabassé jusqu'à ce que quelqu'un m'avait donné un coup là qui jusqu'à aujourd'hui j'ai du mal à me remettre au niveau de mon cou ici. Et j'ai été vraiment tabassé sous les yeux de tous les prisonniers qui étaient les détenus qui étaient dans les différents cachots. Ils étaient en train de suivre à travers la fenêtre. Et quand ils m'ont tabassé, ils étaient en train de se dire un exemple, ils oseraient encore faire ça, tout ça. Et puis on m'a amené dans la cellule. Pero, quand j'arrive à 3 Zoulous, j'ai fait 12 jours sans manger. On ne vous apportait pas à manger pendant 12 jours. 12 jours. Il y avait un détenu là, lui il avait quand même de la visite. C'est lui qui chaque fois maintenant il me donnait un peu de sucre avec un peu d'eau. Alors je faisais ça et je prenais pour avoir un peu de force. Et puis 12 jours après, eux-mêmes ils ont constaté que c'était devenu plus pire. Parce qu'on avait ordonné à tout le monde qui était là de ne rien me donner et que c'est lui qui oserait. Il allait rentrer dans la morgue. Parce qu'il y a une cellule à 3 Zoulous que l'on appelle morgue. Et à 3 Zoulous, vous étiez quand même avec les détenus ou vous étiez toujours isolé? J'étais avec d'autres détenus. Est-ce qu'il y a eu des détenus célèbres au niveau des 3 Zoulous? À ce moment-là où le général Mounongo, lui, vous l'avez toujours pas retrouvé, vous l'avez toujours pas vu, est-ce qu'à 3 Zoulous, il y a eu quelques noms célèbres? Ou c'est des détenus lambda comme vous? Bon, en fait, à 3 Zoulous, on amène des détenus lambda. Parce qu'il y a les détenus qui sont un peu spéciaux là, et on les amène au cabinet là-bas de l'AG. Si on vous trouve spécial, c'est là que vous êtes enfermé dans un cachot clandestin. On vous amène là-bas et là on vous torture, tout ça. C'est là qu'on amène. Ici, ce sont des gens de sans-voix. Et c'est même la raison pour laquelle j'apprécie beaucoup le travail que vous faites, parce que vous êtes vraiment la voix des sans-voix. Et il y a des gens qui sont sous nos yeux là-bas parce qu'ils n'avaient personne qui pouvait parler à leur place. Et ce que vous faites comme travail, je crois que ça résonne tout le matin, toutes les nuits dans les oreilles des autorités. Par moments, ça leur retient à faire certaines choses. En tout cas, pour ça, je vous dis courage, continuez à lutter. Merci. Et 12 jours après, qu'est-ce qui se passe à 3 Zoulous? Et 12 jours, ils ont vu que ma situation s'est dégradée de plus en plus. Ils ont fait venir un médecin. Quand on fait venir un médecin, il leur fait voir la gravité de mon état, tout ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir part à ce soi-disant repas où on te donne 10 graines d'haricots sur les riz, comme d'autres détenus. Et voilà, c'est comme ça qu'on a évolué. Les conditions étaient difficiles. Est-ce que vous avez assisté à des scènes de torture aussi avec les autres détenus, des scènes d'assassinat où des gens sont morts, des meurtres, etc.? Il y a un monsieur qui avait été arrêté à l'aéroport. Ils ont dit qu'il vendait la drogue. Le monsieur est décédé sous nos yeux. C'est un monsieur qui avait des locks, comme un rasta là. Il est décédé sous nos yeux. Il y a des gens qui ont été amenés à la morgue et on a juste vu comment on les évacuait de la morgue, soi-disant qu'on les amenait à l'hôpital. Ces gens ne sont jamais revenus. Je vous dis qu'à 3 Zoulous, il y a une cellule qu'on appelle morgue. Donc vous avez assisté à des scènes de torture amenant jusqu'à la mort. Vous avez assisté à des décès là-bas dans les locaux de l'ANR. À 3 Zoulous, tout le monde. Moi-même, un jour, on m'a attaché à l'arbre du matin au soir, sous le soleil. À 3 Zoulous. À 3 Zoulous, oui.
Il y a un petit c'était un Ougandais, il a été torturé jusqu'à ce que son bras se fracture. On est à 3 Zoulous. C'est sous les yeux de tous les détenus. Il y a des gens qui en sont entrés normal, mais qui sont partis de là fous. Quand ils sont devenus fous, c'est en ce moment-là qu'on les a libérés. Parce qu'ils n'arrivaient plus à supporter tout ce qu'ils étaient en train de vivre là-bas. Incroyable, hein? Incroyable, mais vrai. Incroyable. Incroyable que ça se passe sous le régime de Tshisekedi, fils de Tshisekedi, soi-disant. Mais on va quand même aller avec l'histoire. Et vous êtes au niveau du bureau de l'AG, janvier-octobre. Octobre, après votre vidéo, on vous amène à 3 Zoulous. À 3 Zoulous, vous faites combien de temps là-bas? J'ai fait 6 mois là-bas. Donc vous avez fait 8 mois au bureau de Mbelou. 9 mois. 9 mois chez Mbelou. 9 mois. Et 6 mois à 3 Zoulous. Sans visite à 3 Zoulous. Et après, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Après, on va me transférer à l'auditorat général. L'auditorat général, à son tour, qui me rabat au niveau de l'auditorat supérieur. L'auditorat supérieur... J'ai d'ailleurs une lettre de transmission ici, hein, où on vous transfère, oui. Je crois. Hein. Tout à fait. Là, c'est à la cour de cassation qu'on m'amène. Ah oui, ok, ok. Alors, on m'amène à l'auditorat supérieur, on me rabat encore à l'auditorat de garnison. De l'auditorat de garnison, le général Kassongo Blaise, il ne trouve pas opportun que civil que j'étais, que je sois jugé au niveau de l'auditorat militaire. Il va décider au fait que je sois transféré dans une juridiction civile. Mais lui aussi, à son tour, il me renvoie à la cour de cassation. Quand j'arrive à la cour de cassation, et mon dossier arrive 7 jours après, vous voyez sur ce document, c'est écrit relais. Relais à la juridiction militaire. Ça, ce n'est pas un acte contraire. Ça, c'est mis au silo par le greffier. Mais il n'y a jamais eu de lettre pour me ramener à l'auditorat supérieur, mais c'était tout simplement sur pression de Chibangu. Parce que pour lui, il pensait que comme le dossier était vite et que je dois aller dans une juridiction civile, je serai libéré. Et du coup, il a préféré qu'on me ramène à l'auditorat. Et c'est comme ça qu'il a fait pression sur le général Kassongo Blaise. Il appelle, c'est un appel téléphonique. Je vois le greffier qui me fait venir. Non, le général Kassongo Blaise vient d'appeler pour qu'on te ramène seulement à la juridiction militaire parce qu'il y a eu une très grande pression de la part de Chibangu qui dit que vous êtes un détenu de la présidence, que lui, il n'avait pas à s'y mixer, des choses comme ça. C'est comme ça que je suis resté à l'auditorat. Mais il y a une chose que je voulais épingler ici. Tout le temps que j'ai vécu dans les cachots là à 3 Zoulous, c'est-à-dire à 98%, c'était les Swahiliphones. C'était des gens qui venaient de l'Est et du Katanga. Ah, donc la plupart des détenus que vous avez, avec lesquels vous étiez, c'était les Swahiliphones, quoi. Tout à fait, à 98% de temps, on parlait de Swahili. Ce qui les irritait aussi, grave. Donc quand on dit que Tshisekedi fait la chasse aux Swahiliphones, vous, avec votre expérience, vous dites que c'est un homme qui a une haine contre le Swahiliphone et que visiblement, ce sont les Swahiliphones qui remplissent les cachots de service. Mais je vais vous le démontrer. Il y a un certain monsieur. Je préfère parler parce que ils avaient été aussi enlevés au Kenya, en Nairobi. Toujours pas le fameux général John Chibangu. Ils ont été enlevés de là, un certain monsieur Katembo et le général Konga Kanapé. À ce jour, ils sont à la DEMIAP. Ils ont passé avec moi tout le temps à l'ANR, mais maintenant ils sont à la DEMIAP. Ils n'ont jamais été amenés dans une juridiction quelconque pour être jugés. Il n'y a pas que eux, il y a plusieurs personnes. Il y a le colonel Yous, le major Florent, qui sont aujourd'hui deux. Est-ce que le colonel Yous, si vous l'avez aussi rencontré à l'ANR? Lui, au fait... Parce que c'est un autre cas que j'ai porté, moi, le colonel Iyoussi, qui était chef de la garde rapprochée de Kabila. Maintenant, il est au camp Tchatchi. Il n'est pas seul, il est avec le major Florent Numbi. Ils sont au camp Tchatchi. Et tous ces gens-là, c'est toujours les Swahiliphones. Il y a aujourd'hui, j'ai vécu en prison à un moment donné avec le général Yaf, qui n'a jamais été jugé. Il y a le général Djadjidja, qui est là sans procès, il est en train de croupir, alors que j'ai même eu accès à un document là qui avait été fait par les experts des Nations Unies, où ils ont dit que dans sa parcelle, même un fœtus n'avait jamais été enterré.
C'est les rapports provenant des Nations Unies. J'ai lu ça. On les détient, ils ne comparaient pas, on ne les juge pas. Donc il y a tant de swahiliphones comme ça. Il y a le cas le plus emblématique, le pasteur Ngoïmoulunda, qui a vécu le même cas que moi. Et ici, j'aimerais même profiter de votre micro pour interpeller les Nations Unies. On ne sait pas. Tshisekedi aujourd'hui a réussi à infiltrer même le système des Nations Unies, Pérou. On ne sait pas ce qui se passe avec Mme Bintou Keïta. Mme Bintou Keïta doit savoir qu'au-delà d'être ici, au fait, pour la stabilisation ou le maintien de la paix en République démocratique du Congo, elle est aussi la représentante du secrétaire général des Nations Unies. Mais à un certain moment, il y a une complaisance comme pas possible. Je vais vous faire bientôt une révélation de ce qui s'est passé à Makala lors du carnage. Et là, je vais encore interpeller les Nations Unies. Parce que moi-même, on peut y aller. On peut aller. On vous renvoie finalement, vous quittez 3 Zoulous pour où? Pour Makala ou pour Ndolo? Je quitte 3 Zoulous pour l'auditorat où j'ai passé 4 jours. Et puis de l'auditorat vers la prison de Makala. Est-ce que vous avez été jugé? Est-ce qu'un procès a été organisé contre vous? Finalement, vous arrivez à Makala quand? J'arrive à Makala, c'était le 14 avril 2023. Après avoir passé plus d'une année. Non, je m'excuse. Le 14 avril, on m'amène à l'auditorat. Disons, à Makala, j'arrive le 18 avril 2023. Après avoir passé 14 ou 16 mois dans les locaux de l'ANR, etc. Tout à fait. Ok. Et qu'est-ce qui se passe à Makala? À Makala, quand même, les conditions sont un peu plus... Makala, c'était un hôtel 4 étoiles quand on a été à 3 Zoulous et quand on a été chez Mbelou. Bon, pour moi, ça pouvait être ça, mais Makala, c'est un mouroir. Parce que Makala, c'était un mouroir à l'époque où moi j'étais là. Parce que quand je suis arrivé là, je ne pouvais pas sortir à l'extérieur pour aller faire même un petit tour dans la cour. Parce que je n'arrivais pas à supporter ce que j'étais en train de voir. Les gens avec des plaies interminables, des gens en très mauvaise santé. À Makala, en fait, la mort de quelqu'un, c'était rien. Vous allez écouter là-bas, Yohana Zope Mamabe, Alingia Koufa, Yohana Koufi. Et puis on prend le corps. Donc c'était devenu normal, c'est comme un jeu. Et au donc début, à Makala, vous avez aussi assisté comme ça. On dit que c'est un mouroir. Tout le jour, c'est 10, 14 personnes qui meurent. J'ai reçu Mike Moukeba ici qui m'a dit que pour lui, c'est pas moins de 15 personnes qui décèdent tout le jour à Makala, de suite des mauvais traitements et surtout de la mauvaise incarcération. Vous y étiez, est-ce que vous confirmez? Mais bien sûr, j'étais avec lui. L'honorable Moukeba, il sait de quoi je suis en train de parler maintenant. Et les gens mouraient asphyxiés à cause de la chaleur. Quelqu'un qui meurt parce qu'il n'a pas su bien respirer et il décède. Et c'était tout le jour comme ça. Il y a des gens qui manquaient où dormir. Je crois que vous avez vu les images lors du carnage, les images qui ont sillonné. Mais chose grave, pendant que je suis en train de parler de Nations Unies, je ne comprends pas pourquoi le département des droits de l'homme aux Nations Unies n'a jamais organisé une enquête après le carnage qui s'est passé à Makala. Vous étiez lors de ce carnage-là. Le gouvernement nous a parlé de 167 ou 180 morts, quelque chose comme ça. Kaboundou nous a dit, dans une interview sur RFI, qu'il y avait plus de 2000, à peu près 2000 morts. Vous étiez à Makala. Qu'est-ce qui s'est passé pour ce carnage-là? Et qu'est-ce que vous avez vu? Je le confirme, il y avait des morts par milliers. Et de tous ceux qui ont été abattus, il n'y a aucun détenu qui avait été abattu en dehors du périmètre de sécurité de la prison centrale de Makala. Tous les détenus qui ont été abattus, c'est dans l'enceinte. Tout impuissants qu'ils étaient, mais les militaires se sont permis de tirer sur les détenus comme si nous étions en guerre. Et il y a eu de morts par milliers. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous faire une très grande révélation qui va choquer le monde. Lorsqu'ils ont commencé à évacuer le corps, ils n'ont pas eu la possibilité d'évacuer tous les corps parce qu'il y en avait assez. Et ce qu'ils ont fait, ils nous ont enfermés pendant une semaine où on n'avait pas accès ni à l'eau, ni à manger, parce qu'il n'y avait même pas du courant. Nous sommes restés enfermés dans nos cellules et pendant ces temps-là, ils en ont profité. Corps qui n'arrivaient pas à évacuer, ce qu'ils ont fait, ils ont mis ce corps-là sous les ordures qui sont derrière le pavillon 11.
Derrière le En fait, c'est pavillon les 11 du sites. Makala. Derrière le pavillon 11 de Makala, c'est là qu'il y a les ordures de toute la prison et de plusieurs années. Il y a des remblais et des remblais. Donc il y a des poubelles, des montagnes de poubelles là-bas. Tout à fait, comme des maisons. Et ils ont pris certains corps qu'ils ont mis sous ces ordures, sous ces immondices. Et ce qui se passe plus tard, c'est que quand le nouveau directeur arrive, il voulait quand même changer les choses, assainir la prison. On a fait venir des camions pour que l'on commence à évacuer ces états d'immondices. Du coup, quand on commence à retirer la saleté, il y a 12 sacs des ossements de prisonniers qui sont sortis de ces immondices. Et ils ne pouvaient plus continuer, c'est comme ça qu'ils ont arrêté. Parce qu'ils ne voulaient pas que ça puisse maintenant éclater, vu qu'il y avait aussi quelques prisonniers qui étaient là pour les aider. Et c'est comme ça qu'ils ont suspendu l'évacuation de ces immondices. Mais 12 sacs des ossements humains étaient sortis de ces immondices. C'est pourquoi ici, encore une fois, les Nations Unies avaient mis tout le moyen pour faire venir les experts au procès du général Djadidja. À cause du chauffeur, je crois, à Chébé, le fidèle Bazana, qui aurait été enterré dans sa parcelle. Mais pourquoi les Nations Unies, après ce qui s'est passé à Makala, on ne peut pas faire venir des experts pour une enquête indépendante au niveau de la prison centrale de Makala pour voir le crime qui a été commis par le régime de M. Chilombo. Ça, c'est ce qui est vraiment incompréhensible, Péro. Je vais t'expliquer quelque chose. Moi-même, lorsque je suis libéré, Chibangu fait la pression qu'on me ramène. Peut-être on va y arriver. Je me suis donné la peine de fuir vers les installations de on va parler, on tend petit à petit vers ces niveaux-là. Mais quand vous arrivez à Makala, finalement, votre procès s'ouvre. Ils organisent un procès bidon. Ils organisent un procès bidon. Vous avez vu tous ces documents que je vous ai envoyés. Contradiction sur contradiction. Lorsque vous lisez ma décision de renvoi, il est dit que j'ai été arrêté à Lubumbashi à une date incertaine. C'est ce qui est dit dans la décision de renvoi. Je suis arrêté à Lubumbashi à une date incertaine, où j'étais en train de faire des barricades en voulant détruire les édifices au fait de l'État, tout ça, un tas de choses, atteinte à la sûreté de l'État, tout ça, mais sans preuve. Il n'y a même pas de détruit, il n'y a pas de détenu, il n'y a aucune preuve matérielle pouvant justifier tout ce dont on m'accusait là-bas. Alors que moi, j'ai été enlevé de la Zambie, mais la décision de renvoi renseigne que j'ai été arrêté à Lubumbashi, mais à une date incertaine. Comment voulez-vous que la personne qui vous a arrêté ne puisse pas savoir la date à laquelle il vous a arrêté? On est face à quelle justice? Vous voyez la justice de M. Tshisekedi. Et là, vous êtes poursuivi pour quoi? Mouvement insurrectionnel ou quoi? Oui, fini, je suis poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel. Or, à ma connaissance, l'infraction de participation à un mouvement insurrectionnel, c'est une infraction collective. Mais est-ce que lorsque vous lisez la décision de renvoi, vous me voyez être associé à quelqu'un d'autre? Et si oui, alors où sont ces gens-là? Je suis jugé et condamné pour participation à un mouvement insurrectionnel dans un dossier où je suis seul. Mais on vous a condamné finalement, après ce procès-là, à combien d'années de prison? Après ce procès-là, le ministère public avait requis la peine de mort pour moi. En fait, c'est un ministère public. C'est un procès qui s'est tenu en chambre foraine à la prison de Makala. Tout à fait. Il a requis pour moi la peine de mort. Mais Pero, je te dis, c'était quand même ridicule parce que même la composition était scandalisée. La peine de mort, sans preuve, sans quoi. C'est comme ça qu'on est arrivé à 5 ans de prison. Vous avez été condamné à 5 ans de prison? J'ai été condamné à 5 ans de prison pour participation à un mouvement insurrectionnel. Ok. Et à Makala, vous faites combien de temps? À Makala, je suis là du 18 avril 2023 jusqu'au 10 avril, jusqu'au 10 avril 2025. Donc, tout compte fait, vous avez fait quand même, quoi, 4 ans, 4 et demi en prison, comme ça Presque 4 ans, oui. Mais vous sortez comment finalement? Est-ce que vous réussissez à vous échapper? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on parle aujourd'hui?
Non, mais Dieu est juste. Je ne sais pas par quelle magie mon nom s'est retrouvé sur les gens qui devraient bénéficier de la libération conditionnelle. Je vous ai même donné la fiche de libération. Je voulais vous l'avais envoyé. Et le jour où, au fait, cette liste-là arrive, c'était l'arrêté du ministre Constant Moutamba. C'est Moutamba qui, quand il a commencé son histoire de désengorgement de la prison, là. Tout à fait. Au fait, avant que je ne vous parle de ma libération, j'aimerais revenir sur quelque chose. C'était quoi l'objectif du désengorgement? Le désengorgement, ce n'était pas de bonne foi que Moutamba avait fait cela. C'était juste pour dissimuler les morts. Parce que le ministre de l'Intérieur, Chabani Louko, avait parlé de 129 morts. Alors qu'il y a eu des morts par milliers et pas moins de 2000, nous l'avons vécu. Et comme les familles qui venaient à la prison ne parvenaient pas à retrouver les détenus, on les a demandé d'aller vérifier à la morgue. Arrivé également à la morgue, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas retrouvé le corps de certains détenus. Alors, pour dissimuler les morts, ils ont maintenant été obligés de désengorger la prison. Parce que tous ceux qui étaient morts et que le corps avait été amené je ne sais où, et le corps qui avait été mis sous les ordures derrière le pavillon 11, on a pris leur nom, on a mis comme si eux également étaient sortis par la libération conditionnelle. Au-delà de ça, ça ne tenait pas toujours. Ils ont encore été obligés. C'est comme ça que vous avez vu un jour les images où les portes de la prison étaient ouvertes et les gens ont fui en masse. C'était pendant 10 ou 15 minutes et puis on a fermé. Donc cette histoire-là où on disait qu'on voulait désengorger les prisons, c'était en fait une manière de pouvoir camoufler, dissimuler les morts. Et lorsque Moutamba a laissé le portail de la prison ouvert, les gens sont partis. Et du coup, cela voudrait tout simplement dire que si vous allez à la morgue, vous ne retrouvez pas le corps du détenu dont vous cherchez, ou si le détenu n'est plus en prison, c'est qu'il a disparu, il est dans la nature, il s'est évadé, et par conséquent, il est considéré comme un fugitif. C'est ce qui a été fait pour dissimuler le mort à la prison de Makala. Bien triste. Mais vous sortez comment alors? Alors, quand mon nom se trouve sur cette liste de libération conditionnelle, la liste arrive, c'était dans les après-midi vers pratiquement 16 heures. Il y avait 9 personnes sur cette liste, dont j'étais l'unique. Il y avait 2 noms de la juridiction militaire. Tous les autres étaient de la juridiction. Mais l'autre là de la juridiction militaire, lui n'était pas à Makala, il était en Dolo. Donc à Makala, j'étais seul sur cette liste j'étais seul de la juridiction militaire sur cette liste-là qui avait été sur cet arrêté. Du coup, quand cela arrive, on va libérer les autres, mais moi on me retient. On libère les personnes avec lesquelles vous étiez sur la liste. Oui, et on les libère tout de suite, mais moi on me retient, on dit non, toi comme tu es de la juridiction militaire, nous devons d'abord appeler l'auditeur général pour savoir s'il va autoriser que tu partes avec l'arrêté du ministre. Nous avons discuté et puis j'ai vu que ça ne servait à rien. Je suis rentré ce jour-là, j'ai passé une nuit encore à la prison. Une nuit de trop à la prison alors que mon nom s'est trouvé sur l'arrêté. On a appelé l'auditeur général Likouli à ce jour-là, on ne l'a pas eu. On l'a appelé, on ne l'a pas eu. Alors le matin, quand moi je reviens pour poser la question, je dis mais c'est comment? Le ministre a déjà signé l'arrêté, laissez-moi aussi partir comme tous les autres détenus. Non, toi on doit seulement appeler l'auditeur qui nous donne l'autorisation, l'auditeur général. Ok, d'accord, vous l'appelez. On appelle encore l'auditeur, il ne prenait pas, il ne répondait pas, il ne raccrochait pas. Il ne décrochait pas plutôt. Et du coup, moi aussi, j'ai commencé à monter la voix. Je disais, mais c'est pas possible, et tout ça. Je faisais du bruit là-bas. Bon, il y a eu quand même certaines personnes de bonne volonté, comme on n'a pas eu des ennemis, qui ont dit, mais non, il faut les laisser partir. Le ministre a déjà signé l'arrêté, il faut les laisser. Toi, vous gardez seulement cet arrêté, c'est ça la justification. Et du coup, on a rempli ma fiche de libération. Et c'est comme ça que je suis sorti. J'arrive à la maison. Dans ma tête, il était question que je me repose un peu, que je descende à Lubumbashi pour voir où ma mère avait été enterrée. Mais j'ai juste passé une nuit à la maison et le matin, je reçois un coup de fil. Tu es où? C'était vers 6 heures.
Je dis, je suis à la maison, mais je n'arrive pas à dormir parce que je n'en reviens pas. On me dit, là où tu es, que tu sois en babouche, en culotte, ou quoi que ce soit, ne rentre plus dans la maison, disparaît. Parce que l'ordre a été donné de te retrouver. Toi, il ne fallait pas que tu sortes, il faut qu'on te ramène. L'auditeur est resté 24 heures seulement après votre sortie. Même pas 24 heures, parce que j'arrive à la maison aux alentours de 14 heures. Et c'est à 6 heures que je reçois l'appel. Et effectivement, je ne suis plus rentré, j'ai disparu vers Pakadjoumala, de Pakadjouma, et puis bon, j'ai disparu à Kinshasa. Mais vous vécu... rapportez quand même que vous avez eu pendant votre fuite une expérience amère parce que vous avez tenté de vous réfugier à la MONUSCO. Bien sûr, quand je quitte la maison, la destination que je prends, c'est la MONUSCO. Je vais à UTEX, aux droits de l'homme des Nations Unies. Malheureusement, quand j'arrive à UTEX là-bas, on va me confier entre les mains d'une certaine dame qui s'appelle Rebecca Mwambaye. C'est plus tard que je vais apprendre qu'elle est la cousine à Lajembelou, donc l'administrateur qui m'a fait arrêter à l'époque. Je comprends même pourquoi les Nations Unies n'étaient pas vraiment efficaces dans mon dossier. Donc c'est cette dame-là, à cause de ses affinités, je ne sais pas, tribales, ou elle était en train de geler avec mon dossier. Alors quand j'arrive, c'est auprès d'elle qu'on me confie parce que c'était l'équipe de monitoring que les Nations Unies avaient chargée pour suivre mon cas. Et cette dame, elle s'appelle Rebecca Mwambaye. Quand j'arrive, je lui dis, voilà, j'ai été libéré hier. Voici ma fiche de libération. Mais en ce moment-ci, ils sont en train de chercher à me ramener parce qu'il y a eu une très grande pression provenant de la part du général John Chibangu qui a fait pression sur l'auditeur comme quoi je ne devrais pas sortir à cause de ce que je connaissais. Et on a même arrêté le directeur de la prison du côté quartier militaire. Parce qu'il y a les civils, il y a aussi les militaires. Il a été arrêté à l'auditorat militaire. J'ai demandé juste à la dame. Alors la dame m'a dit non, il n'y aura rien, tu peux simplement rentrer, tu vois, tu as ta fiche de libération. Je dis non, madame, vous avez vu ce qui s'est passé avec le général. Vous avez vu, il a été libéré et puis il a été repris. Moi aussi, je suis presque dans les mêmes cas. Voilà, vous pouvez m'accompagner juste ou me garder ici pendant quelques temps pour ma sécurité, le temps que vous puissiez aussi vérifier si ce que je vous donne comme information s'avère vrai. La dame n'a même pas voulu m'écouter, elle m'a juste demandé de quitter leurs installations. Donc vous voulez dire qu'aujourd'hui, Tshisekedi a aussi infiltré et même corrompu les droits de l'homme des Nations Unies? Tshisekedi a même infiltré le système des Nations Unies, ce que nous n'arrivons pas à comprendre. C'est pourquoi je suis en train d'interpeller Mme Bintou Keïta. Prenez simplement le cas du pasteur Ngoï Mulunda. Il était détenteur d'un titre de réfugié en Zambie. Mais aujourd'hui, personne ne sait où il est. On ne sait même pas s'il est en vie ou pas. Mais les Nations Unies est silencieux. Est silencieuse plutôt. Donc on n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Donc ce qui dit corrompt maintenant même les Nations Unies, nous ne savons pas. Mais c'est simplement une interpellation que nous sommes en train de faire. Je viens de leur faire une grande révélation aujourd'hui en ce qui concerne les cadres de la prison centrale de Makala, qu'ils envoient des gens pour aller enquêter, pour voir si ce que je suis en train de raconter aujourd'hui sont des boubards. Donc vous avez vécu une histoire assez triste. Aujourd'hui, vous êtes toujours en clandestinité en train de vous soigner, mais Dieu merci, vous récupérez de mieux en mieux. Quelle est la suite? Comment est-ce qu'il vous arrive de vous projeter? C'est quoi le projet? Vous voulez rentrer, continuer vos affaires en Zambie? Vous voulez porter plainte contre Tshisekedi ou contre John Chibangu? Quelle est la suite de tout ça? Merci pour cette question. En tout cas, la suite, après tout ce que j'ai vécu durant mon parcours en détention, et dans les services de renseignement et à la prison centrale de Makala, j'ai décidé de changer de posture. Changer de posture pour moi aujourd'hui, c'est-à-dire Tshisekedi est un dictateur. Il s'est vraiment révélé être un dictateur et son régime, c'est un régime de sanguinaire. Voilà pourquoi aujourd'hui, il fait même l'apologie de la dictature à travers l'exposition qu'ils sont en train d'organiser à Kinshasa, ou au musée national concernant le parcours de Mobutu.
Mobutu, qui jadis était considéré comme un dictateur, mais aujourd'hui, Tshisekedi et son régime ont fait l'apologie de la dictature de Mobutu, que M. Laurent Désiré Kabila a combattu. Moi, je comprends ça autrement. Je n'ai rien contre Mobutu ni contre sa famille, mais je vois tout simplement un message caché derrière cette exposition, le message que Tshisekedi est en train de faire passer. Donc, il se révèle aujourd'hui être un dictateur et il fait nous ramener au régime dictatorial de Mobutu en imposant la pensée unique. C'est pourquoi j'ai décidé aussi de me rêver. Permettez-moi d'emprunter ici le mot de l'ancien sénateur à vie Joseph Kabila Kabange qui a dit que chacun joue sa partition. J'ai aussi décidé de jouer ma partition en dénonçant l'injustice parce qu'on ne peut pas se faire complice du mal. Pendant que j'étais en détention à Makala, j'avais cherché par tous les moyens à faire parvenir le message au général Ntumba. J'ai parlé à l'un de ses assistants qui était colonel. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Là, vous étiez à Makala. À Makala. Et que lui était en bonne position. Il pouvait intervenir pour moi parce que moi j'ai souffert à cause d'eux alors que je ne les connaissais pas. Vous savez la réponse qu'il m'a donnée en retour. Oui, dites à ce jeune homme que je suis au courant de tout et je lui dis tout simplement merci. Sans rien faire d'autre. Et aujourd'hui, il s'est fait complice du mal. Le mal l'a rattrapé. C'est un complot qui n'a pas commencé aujourd'hui. Et voilà maintenant où nous en sommes. C'est pourquoi, perspective d'avenir, j'ai décidé aussi de me lever pour combattre ce régime dictatorial de M. Chilombo. Ainsi que vous créez votre parti politique, vous cherchez un moyen de rejoindre Corneille Nangaa, vous rejoignez Kabila. Quand vous dites que vous avez décidé aussi, vous, de vous lever contre le régime de Tshisekedi, quoi faisant par exemple? Déjà, le fait pour moi de faire cette dénonciation, c'est une voix de plus qui s'élève à vos côtés pour combattre ces injustices-là et dénoncer tout le mal que ces régimes sont en train de faire à la République. C'est une façon aussi de mener le combat. Donc, vous portez les armes en utilisant votre voix, vos dénonciations, pour expliquer ce que vous avez vécu, alerter l'opinion sur les violations graves des droits de l'homme de M. Tshisekedi et de son régime. Tout à fait, mais ne soyez pas étonnés que plus tard dans l'avenir, qu'on aille aussi plus loin. Parce que je vais vous révéler une chose. Déjà, Tshisekedi aujourd'hui est lui-même auteur de tous ces conflits que nous sommes en train de vivre dans ce pays. Vous avez vu là, on a suspendu les partis politiques de l'opposition. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont même en train de demander leur dissolution. Bon, lorsque vous refusez la contradiction, vous ne voulez pas que les gens puissent parler, vous vous attendez à quoi? Vous voulez que ces gens-là fassent quoi? Pero. C'est-à-dire, soyez clairs, je sens plutôt une sorte de colère qui risque de vous amener à créer une rébellion. Vous voulez devenir un Mobondo, vous voulez aller avec la FCM 23 soutenue par le Rwanda? Je ne suis pas pressé de prendre une décision tout de suite, mais je suis en train de vous faire voir à quel point c'est Tshisekedi lui-même, en muselant la parole aux gens ou en refusant la démocratie, il ne laisse qu'une seule voie, c'est d'amener les gens dans une révolution armée. Et pour tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, moi également je comprends que c'est lui-même qui en est l'auteur. Parce que tous ces gens-là qui sont au sein de ces partis politiques, qui doivent être dissoudre aujourd'hui, où est-ce qu'ils vont aller? Et s'ils doivent s'exprimer, de quelle manière vont-ils s'exprimer si ce n'est que par une révolution armée? Et donc lui-même, il en est auteur de tout ce qui est en train de se vivre aujourd'hui dans le pays. Et nous avons décidé, par cette première étape, de commencer par dénoncer. Tout ce que nous voulons, c'est le bien-être de notre pays. Chasser d'abord M. Chilombo, ainsi que son régime sanguinaire. Et ensuite, les Congolais raisonnables vont s'asseoir autour d'une même table pour réfléchir de ce que sera l'avenir de notre pays. Vous avez appris que John Tshibangou, votre bourreau, et même Jules Massoua sont aux arrêts. John Tshibangou a été arrêté. Et Jules Massoua, je crois que c'était bien avant que lui. Ça vous satisfait? Vous êtes heureux de constater que qu'ils vivent et qu'ils passent par là où vous êtes passé vous-même aussi? Je ne suis pas du tout satisfait
Parce que ce n'est pas à cause de mon dossier qu'ils sont arrêtés. Je ne sais même pas pourquoi ils sont arrêtés. Je ne sais pas pourquoi ils sont là. Et moi, je serai satisfait le jour où, au fait, on va me rendre justice. Et d'ailleurs, pour votre information, mes avocats s'y attellent déjà. Il y a une plainte en gestation sur le plan international, ce sera à Genève, où je vais astreindre la République démocratique du Congo ainsi que la Zambie en justice pour complicité. J'assume ce que je suis en train de dire, parce que pendant que je suis en train de parler, j'avais demandé que l'on fasse venir l'ambassadeur zambien, qu'il vienne dire comment un résident en Zambie se retrouve enlevé de la Zambie sans passer par un service quelconque et se retrouve directement à Kinshasa en train de comparaître. L'ambassadeur n'est jamais venu répondre à cette invitation. Nous sommes allés même plus loin, nous avons écrit au président zambien. Il ne nous dira pas qu'il n'avait pas reçu cette lettre, parce que cette lettre lui a été expédiée via la poste aux États-Unis. On nous a même donné le tracking number qui avait été remis à mes avocats pour la traçabilité de cette lettre. Même le jour où la lettre est arrivée à la présidence zambienne, nous avons su, à travers la traçabilité, par le tracking number, que la lettre avait été bel et bien réceptionnée, mais le président zambien ne s'est jamais manifesté, ce qui prouve une grande complicité dans tout ce que ce régime a fait comme enlèvement au niveau de la Zambie. Et voilà, c'est ce jour-là que je serai satisfait. Igor Mouteb, comme je l'ai dit, votre témoignage est tellement poignant, ça fait mal, mais bon, je vous dis grand merci parce que ça nous permet quand même de mettre la lumière sur tous les dégâts qui se passent au Congo. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui vivent encore des situations comme la vôtre, qui sont à l'ANR, à la DEMIAP, qui sont dans des cachots privés. Parce qu'aujourd'hui, il y a un autre service aussi qui fait beaucoup de dégâts. C'est le fameux service de cybercriminalité géré par comment il s'appelle, Kabanga Lisette, une des maîtresses de M. Tshisekedi. Les Congolais vous regardent, le monde entier vous regarde. S'il vous était demandé de lancer un message qui sera le dernier pour cette émission, ça sera quoi votre message? Voilà, si il faut que je lance un message, je lance un appel pathétique à tous les jeunes Congolais. Parce que l'avenir d'un pays, la jeunesse constitue l'avenir d'un pays. Il est plus qu'important que les jeunes Congolais de manière générale s'élèvent aujourd'hui pour combattre cette dictature que veut nous imposer M. Tshilombo ainsi que son régime sanguinaire. Parce qu'à l'allure où vont les choses, si nous, en tant que jeunes, nous ne faisons rien, alors attendons-nous au pire. Aujourd'hui, je ne lève pas ma voix pour me venger après tout ce que j'ai vécu. Mais si je me permets de lever la voix, c'est justement pour que les générations qui viennent après nous ne subissent pas ce que nous avons subi. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, j'ai décidé de changer de posture. Et aux swahiliphones que nous sommes, j'ai vu comment nous sommes traités par ces régimes. Nous vivons la dictature dans la chair, dans notre chair. Jour et nuit, il y a des gens qui sont enlevés, torturés, massacrés et tués. C'est pourquoi j'appelle tous ces jeunes swahiliphones, de l'Est au Sud. Quand je parle du Sud, bien sûr, je parle du Katanga. Lèvons pour chasser ces messieurs du pouvoir. Parce que si nous ne faisons rien, j'ai vu quelqu'un mourir sous mes yeux, tout simplement parce qu'il était Monyamuleng. Il s'appelait Major, il était un major de l'armée, Major Ngabo. J'étais avec lui à l'ANR, très souffrant. Il n'a pas eu accès aux soins tout simplement parce qu'il était tout petit. Je suis arrivé avec lui en prison, je me rappelle toujours de ces derniers moments. Il a envoyé des gens que l'on vienne m'appeler pour que je prie avec lui parce qu'il sentait qu'il était en train de partir. Et j'ai fait avec lui la dernière prière avant sa mort. Tout simplement parce qu'il était Monyamulenge. Donc, Tshisekedi aujourd'hui constitue un mal contre l'unité nationale. Et nous ne pouvons pas le lui permettre. Au-delà de nos divergences, au-delà de nos opinions, je crois qu'il est plus qu'important que nous puissions d'abord sauver le Congo. C'est le message que je lance de manière assez particulière à tous les Congolais, de manière assez particulière à tous les swahiliphones et de manière générale à tous les Congolais.